moi, le maître mot dans les maladies rares, c'est collaborer. Pourquoi collaborer? Parce que d'abord, il faut trouver la maladie, trouver le diagnostic. Et là, trouver, ça veut dire découvrir les patients. Parce que les patients, ils sont isolés, ils ne savent même pas qu'ils ont une maladie rare pour la plupart. Donc, trouver les patients. Trouver les outils diagnostiques pour faire la maladie, le diagnostic de cette maladie rare. Et très nombreuses maladies n'ont pas de diagnostic, on ne sait pas quoi elles sont. Je vais présenter donc monsieur le professeur Sarda, donc qui est le responsable du réseau et l'initiateur, je pense. Je suis plus responsable. Voilà, oui, c'est vrai que. Plus responsable que moi. Donc du coup le relais, Julie Vernet, voilà, qui est le médecin qui va prendre la suite, et Florence Roy-Baconnet, qui est un peu le coordinatrice et voilà, qui va être souvent l'artisan concret des liens avec les institutions et de beaucoup de démarches, la santé. Hier, on était à un colloque avec Jean-Marie Herbet sur le thème de la trisomie 21. Et donc, il va y avoir beaucoup de... Voilà, c'est une manière aussi, en vous accueillant, de faire rentrer ce réseau, de mieux le faire connaître. Parce que derrière cette journée, il y a une ambition qui est aussi de se refamiliariser ou de se familiariser tout court avec les maladies rares, paradoxalement, qui ne sont pas si connus que ça dans les établissements, en fait, qui accueillent des personnes en situation de handicap. Le paradoxe, c'est qu'on parle beaucoup du handicap, mais qu'on n'a pas toujours un temps de travail sur ces thèmes-là, y compris dans les centres de formation. Voilà, et Pierre Sarda, je vais essayer de vous intéresser un petit peu au domaine des maladies rares. Alors, vous avez raison. Je crois qu'il y a deux notions qui sont importantes à comprendre. Le handicap, quand on parle de handicap, ce n'est pas un diagnostic. Vous savez qu'il y a le handicap sensoriel, le handicap moteur, le handicap mental, qu'on appelle la déficience intellectuelle, le handicap psychologique ou les maladies psychiatriques, et puis le polyhandicap. Ça, c'est des catégories. Mais disons que derrière le handicap mental, derrière une déficience intellectuelle, il y a une explication. Pourquoi telle personne est déficiente intellectuelle? C'est vrai. Ce sont les généticiens à qui on pose le plus souvent le problème, la question. Et une étude américaine de 2016 a mis en évidence chez des centaines et des milliers de déficients intellectuels pour lesquels on pouvait faire des examens génétiques, que les 2/3 des déficients intellectuels ont retrouvé chez les 2/3 en 2016 une explication génétique, un diagnostic génétique, mais que, en fait, il y avait plus de 700 maladies qui expliquaient cette déficience. Donc, voyez la différence un petit peu entre le handicap, c'est les difficultés à vivre une fonction, et puis l'explication qui est le diagnostic. Alors, et en général, tous ces diagnostics sont des maladies rares. Toutes les maladies génétiques sont des maladies rares ensuite. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais vous présenter, c'est donc j'ai fait un diaporama, vous avez les documents. C'était à propos de quelques syndromes génétiques rencontrés dans les établissements de personnes adultes en situation de handicap. Donc, je vais vous parler de 5 ou 6 maladies génétiques, diagnostics génétiques, en vous précisant non pas de la médecine, c'est pas ce qui vous intéresse le plus, vous pourrez toujours, mais un petit peu en donnant des caractéristiques particulières de l'adulte, puisqu'on est dans des centres où vous avez des adultes. Alors, j'ai un peu sélectionné 5 maladies, il y en a une 6e. Donc, je vais vous parler des personnes trisomiques 21 adultes, un petit peu, des syndromes X fragiles, des syndromes de Williams-Buren. Alors, c'est peut-être des noms que vous ne connaissez pas, mais vous avez probablement, ou d'autres atos ont probablement des personnes qui ont ces diagnostics, du syndrome d'Angelman et du syndrome de Rett. Donc, à partir de... Voilà, je vais vous présenter ces 5 maladies de manière assez simple, un petit peu, mais sur des problèmes qui concernent l'adulte et donc vous concernent en tant qu'établissement. Alors, c'est une maladie qui est devenue rare. La trisomie 21, dans les pays où on ne fait pas d'interruption de grossesse, où on ne fait pas de diagnostic prénatal, c'est 1 personne sur 800. La maladie rare est définie quand c'est plus rare, moins fréquent que 1 sur 2000. Vous voyez? Mais actuellement en France, du fait du diagnostic prénatal, vous savez, les échographies, maintenant la prise de sang à la maman,
eh bien, beaucoup de fœtus trisomiques 21 sont interrompus, si bien qu'on atteint actuellement le seuil de 1 sur 2000 en France. Mais par exemple, vous allez au Cameroun, où j'étais en mission, là-bas, c'est pas une maladie rare. Vous voyez? En France, c'est une maladie rare, parce qu'effectivement, il y a une politique, on va pas discuter dessus, hein, mais une politique d'interruption de grossesse qui est quand même... voilà, qui effectivement a des aboutissements importants, puisque, on va dire, les 2/3 pratiquement des fœtus trisomiques sont interrompus. Et donc, ceux qui vivent, ceux qui naissent, voilà, maintenant deviennent finalement des personnes qui ont une maladie rare. Mais, vous voyez, c'est en France, et c'est pas vrai probablement dans tous les pays européens, c'est du fait de notre politique à nous de diagnostic prénatal. Alors, les maladies rares, ce sont des maladies qui sont rares, pas fréquentes. Et quand on dit rare, c'est moins d'une personne sur 2000. Vous voyez? Moins d'une personne sur 2000, ça veut dire que dans le Languedoc-Roussillon, tenant compte de la population, vous avez à peu près un nombre important. Parce que des maladies rares, excusez-moi, elles sont fréquentes. On considère qu'il y a plus de 8000 maladies rares. Alors, 8000 maladies rares, même si chacune est un petit nombre de malades, au bout du compte, c'est une personne sur 20. Alors, du coup, on n'est plus dans la rareté. Une personne sur 20, ça fait à peu près 170 000 personnes dans le Languedoc-Roussillon. Et on doit être dans les 230 ou 250, je pense, dans l'Occitanie. Donc, vous voyez, le problème de ces maladies rares, ben, écoutez, vous êtes un exemple typique, c'est qu'on a ouvert effectivement des établissements pour s'occuper de ces personnes qui ont handicap. Le handicap n'est pas rare, mais derrière ce handicap, ce sont des maladies rares. Et donc, toutes les structures médico-sociales, médicales ont été mises en place pour prendre en charge ces maladies rares. Alors, en fait, il faut savoir que ça coûte cher une maladie rare à la société. Je parle pas de... Bon, on va pas parler de voilà. Ça coûte aussi cher que le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Parce que quand vous avez une maladie rare, quand vous avez une trisomie 21, vous l'avez à la naissance et vous allez vivre 60 ans, 65 ans avec ce problème. Et donc, finalement, la société investit énormément. Quand on a une trisomie 21, on connaît à peu près ce que les problèmes de ces personnes. Mais quand c'est des maladies encore plus rares, on les prend pas bien en charge. On fait des examens inutiles. On donne des médicaments qui peuvent être dangereux, etc. Et finalement, on s'aperçoit, les associations ont poussé qu'il fallait éclaircir ce domaine des maladies rares. Parce que comme vous le dites, quand vous allez sur Internet, c'est un fouillis pas possible. D'où un petit peu les plans maladies rares qui ont été mis en place pour qu'on comprenne un peu mieux ces maladies, qu'on les diagnostique, parce que beaucoup ne sont pas diagnostiqués. Hein, et qu'on essaie de trouver, ben, pour l'instant, des solutions. Alors, c'est des maladies rares. L'immense majorité, plus de 99,5%, n'ont pas de traitement curatif. On va traiter un problème visuel, une surdité. On va traiter une hypertension chez quelqu'un qui a une trisomie 21, mais il n'y a pas de médicament pour cette maladie. Vous voyez? Donc c'est un énorme domaine qui va prendre de plus en plus d'importance parce qu'une personne sur 20 qui a une maladie rare, c'est pas rare, du coup 1 sur 20, et la prise en charge, elle est très compliquée. Personne ne les connaît. On n'enseigne pas 8000 maladies à des médecins généralistes. C'est idiot. Donc finalement, les généralistes ne connaissent pas ces maladies, ne pensent même pas qu'une personne face à eux a une maladie rare. Hein, ils voient une personne qui a des problèmes de rhumato et puis ils vont donner des médicaments rhumato qui n'ont rien à voir avec la maladie de la personne. Ça va traîner, elle va avoir du surhandicap, etc., etc. Vous voyez? Donc c'est quand même un problème médical extrêmement important. Alors, on dit qu'une maladie rare est orpheline quand elle n'a pas de traitement. Hein? Voilà, en fait, c'est le traitement orphelin. La maladie est rare parce qu'elle n'a pas de traitement. Et je vous ai dit, 99,5% des maladies rares n'ont pas de traitement. Donc, on peut dire qu'elles sont aussi orphelines de traitement. Alors, la déficience intellectuelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les connaissances actuelles, les examens qu'on peut faire aujourd'hui, parce qu'on va encore les améliorer, eh bien, 2/3 des déficients intellectuels ont une anomalie génétique et donc une maladie rare, X fragile. Hein, c'est un garçon sur 3000. Donc vous voyez, on est dans une maladie rare par définition statistique simplement. Eh bien, la déficience intellectuelle touche à peu près 2,8 à 3% de la population.
On a toujours un peu de difficulté avec la déficience légère. Vous savez qu'on définit la déficience sur le QI. Bon, même si c'est très discutable. Enfin, bon, faut bien qu'on s'entende au niveau international sur une définition. C'est le QI inférieur à 70, vous êtes déficient. Au-dessus de 70, voilà, vous êtes dans la normalité, entre guillemets. Donc, les déficients intellectuels correspondent à peu près, probablement à la moitié ou un peu plus de la moitié des maladies rares. Parce que l'être humain, c'est un énorme cerveau avec des quantités innombrables de gènes qui font fonctionner notre cerveau, hein, c'est notre spécificité. Eh bien, plus il y a de gènes qui font fonctionner un organe, plus il y a un gène qui risque de poser problème, et donc du coup cet organe a des difficultés, du coup vous avez une déficience intellectuelle, ou vous pouvez aussi avoir un autisme ou une schizophrénie, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a énormément de liens entre ces maladies et les maladies psychiatriques. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais poser les questions, c'est important, parce que c'est un domaine, on a du mal à l'apprécier. Vous savez, on est allé en Lozère, et puis on a dit on aimerait parler de maladies rares, on nous a dit, oh nous, au Claudunier, on n'a pas de maladies rares, on n'a que des personnes déficientes ou handicapées. Vous voyez? Mais derrière, on n'est pas handicapé, on n'a pas une déficience parce qu'on est tombé par terre au moment de la naissance. Il y a des explications, c'est évident. Alors, ça peut être d'autres explications, ça peut être une souffrance néonatale. Hein, donc on peut être prématuré 28 semaines, hydrocéphalie et avoir une déficience intellectuelle. La néonatologie correspond à 5% à peu près des déficients intellectuels. Avant, c'était beaucoup plus important. Hein, mais disons qu'il y a d'autres... Alors, dans les maladies rares, il y a 80% de maladies génétiques. L'intérêt des maladies génétiques, c'est que de plus en plus, avec une prise de sang, à 25, 30, 40, 50 ans, vous avez un diagnostic. Parce que c'est écrit dans notre patrimoine. Mais il y a d'autres maladies rares qui ne sont pas génétiques. La toxoplasmose congénitale, à votre âge, si je vous fais une sérologie, ça ne veut rien dire. Donc, ce diagnostic doit être fait chez le petit bébé, parce qu'ensuite, on va être contaminé, la rubéole congénitale, le zirca, tout ce que vous voulez. Il y a les tératogènes, l'alcool. Hein, c'est compliqué de faire un diagnostic d'alcoolisme fœtal chez quelqu'un qui a 25 ou 30 ans, parce que ça s'est passé il y a 30 ans. Vous avez la dépakine, dont on a beaucoup parlé dans la presse dernièrement. Vous avez des médicaments. Vous avez les radiations ionisantes. On parle beaucoup de perturbateurs endocriniens. Je veux dire, tout ça, effectivement, il y a beaucoup de choses cachées là derrière, vous voyez. Mais c'est un domaine qui demande à être exploré complètement. L'intérêt des maladies génétiques, c'est qu'une prise de sang, et vous avez un diagnostic perturbateur endocrinien. Comment vous allez prouver qu'il y a eu un perturbateur endocrinien au 3e mois de la grossesse? Ça, c'est très compliqué. Donc la génétique est facile d'accès, et comme en plus elle représente quasiment 70% des déficients intellectuels, il ne faut pas se priver, c'est une facilité, et en plus on a des chances d'avoir le diagnostic. Le reste des explications, elles deviennent très difficiles à partir d'un certain moment. On ne peut pas revenir en arrière. Vous voyez ? Alors, bon, je vais vous dire oui en tant que généticien, mais je vais avoir une autre réponse. Est-ce que ça a un intérêt pour la personne ou pour la famille? Vous voyez? Donc voilà, on s'en moque du scientifique, avoir un diagnostic, si ça sert à rien, ça n'a pas d'intérêt, ça a coûté de l'argent. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un intérêt? Oui, pour la famille, parce que devant un diagnostic, on peut avoir la certitude que si le couple veut un autre enfant, il a un risque ou il n'a pas de risque. S'il veut un autre enfant qu'il a un risque, il y a un prénatal ou un DPI. Chez un adulte, alors c'est plus tellement le papa et la maman, mais c'est les frères et sœurs. Hein, syndrome X fragile, c'est les sœurs qui risquent d'avoir un enfant handicapé. Donc au niveau conseil génétique, oui, en condition qu'encore qu'il y ait de la fratrie. S'il n'y a pas de fratrie, s'il n'y a pas de cousin, là, ça perd de l'intérêt. Donc vous voyez. Deuxièmement, pour la personne elle-même, comme je vais essayer d'en parler aujourd'hui, c'est un petit peu le but, un diagnostic peut aider à la prise en charge, à comprendre. Alors ça aide beaucoup un enfant, parce que dans la déficience intellectuelle, il y a tous les apprentissages que l'on va avoir à l'école. Et il y a des manières différentes de faire de l'orthophonie, de s'intéresser à une fonction cérébrale en fonction de la maladie, parce que c'est pas pareil. Hein? On peut avoir des capacités de mémoire qui sont bonnes dans un domaine et mauvaises dans un autre. Et la mémoire, c'est la mémoire visuelle ou auditive.
Donc aujourd'hui, je vous parle. J'aurais pu vous présenter les diapos. Si vous avez une bonne mémoire auditive, vous allez vous contenter de ce que je dis. Mais si quelqu'un a une mauvaise mémoire auditive et une bonne mémoire visuelle, il va perdre énormément de ce que je raconte. Voyez? Et en fonction des... Hein? Non, non, mais pour vous, il n'y a pas de problème. Voyez? Non, mais par exemple, pour les apprentissages à l'école, savoir qu'un enfant va mieux mémoriser s'il voit, eh bien, on va davantage travailler avec le visuel. Par contre, s'il mémorise mieux quand il entend, on va lui parler plus que lui montrer. Et donc, il va gagner en capacité d'apprendre davantage. Voilà, alors, c'est évident qu'on a des connaissances sur les maladies les moins rares. Le syndrome de Mir, dont on parlera à la fin, il y a 55 personnes connues dans le monde, publiées dans le monde, 55. Donc on connaît cette maladie grâce à 55 personnes dans le monde. Donc il doit y avoir, je ne sais pas, une dizaine de publications, chacun apportant 5 ou 10, vous voyez? Et donc c'est très difficile d'avoir des renseignements très très percutants de comment ils vieillissent, parce que sur ces 55 personnes, vous avez 4/5 qui sont des enfants. Voyez? Et donc, il va falloir attendre des années pour avoir finalement le comportement de l'adulte. Alors, on connaît des choses, 55 personnes, on connaît leur fragilité médicale. Mais si on va aller beaucoup plus loin, eh bien, pour l'instant, on n'a pas encore des renseignements précis concernant une maladie où on a la connaissance par 55 personnes dans le monde. Donc, vous voyez? Donc, c'est très limité. Donc, c'est important parce que vous, des adultes vivent avec vous, j'allais dire vous vivez avec des adultes, mais enfin on peut dire les deux. Hein. Donc vous connaissez des choses que personne ne connaît. Syndrome de Mir, vous avez peut-être des connaissances qui sont inconnues dans le monde. Alors c'est sur une personne, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si on réunissait les atos du Languedoc, on pourrait peut-être trouver 3 personnes, et 3 personnes qui auraient les mêmes difficultés spécifiques de l'adulte, ça devient intéressant. Parce que ça dit peut-être que c'est une particularité de cette pathologie chez l'adulte. Vous voyez? Donc la connaissance à ce niveau-là, je veux dire, elle va se faire davantage, je pense, par la base que par la recherche scientifique médicale. Donc c'est les expériences de base que vous avez qui, je pense, vont être extrêmement intéressantes, mais ça c'est compliqué à mettre en place. Mais je pense que ce sera important à un moment donné pour certaines maladies, de se réunir et de dire, ben alors toi, comment ça va? Moi j'ai ce problème. Ah oui, mais moi j'ai le même. Et puis, comment tu as fait pour le régler? Ah moi je suis pas arrivé. Mais moi par contre j'ai trouvé une solution qui marche bien chez lui. Ah bon, je vais l'essayer, etc., etc. Voyez? Parce que honnêtement, c'est un domaine où actuellement on a des recettes de cuisine, on va dire, dans la prise en charge quotidienne. Je ne parle pas dans le gène ou dans ceci ou dans cela. Hein, mais comment aider ces personnes, comment les prendre en charge? Ben c'est des recettes un peu de cuisine. Moi j'ai fait ça, ça marche. J'ai fait ça, ça marche pas. Il n'y a pas de connaissances scientifiques. Et le Prader-Willi, on le sait. Ils ont une satiété, c'est l'hypothalamus qui ne fonctionne pas. Ils ne savent pas qu'ils n'ont pas faim. Donc ils croient toujours avoir faim alors qu'ils ont mangé. Donc du coup, effectivement, on peut très très bien... Alors ça se travaille maintenant chez l'enfant et donc les adultes que vous aurez dans 15 ans n'auront rien à voir avec ceux que vous avez aujourd'hui, éventuellement, qui sont obèses et qui n'ont jamais eu d'éducation pendant l'enfance. Mais effectivement, on le sait, ils sont capables de tout casser pour manger, d'aller manger dans les poubelles, de casser les frigos, tout ce que vous voulez. Quand on leur interdit, c'est une frustration énorme et ils ont des troubles du comportement, des colères qui sont très difficiles à gérer. Alors on sait ce qu'il faut faire. Voilà, quand ils font la colère, il faut leur dire, écoute, t'es en colère, tu vas te mettre dans... C'est des recettes des parents, ça. Si vous voulez, des familles, hein. Tu te mets dans ta chambre et quand tu as fini d'être en colère, tu reviens. Ou alors, il commence à être l'heure du repas et puis il peut plus attendre. Eh bien, ils adorent faire des trucs un peu répétitifs, des jeux par exemple, eh bien, du macramé, enfin j'en sais rien pour les femmes ou des petits trucs, voilà. Eh bien, il faut les mettre sur une activité peut-être un peu répétitive qu'on éviterait dans certains cas, parce que bon, ça les occupe et ils attendent l'heure du repas. Donc il y a tout un tas comme ça. Et les associations ont donné plein de bons conseils, effectivement, qui permettent finalement de diminuer un petit peu ces difficultés que l'on a, qui sont à vivre, on va dire. Vous voulez qu'on commence avec les personnes trisomiques? Alors vous le savez, c'est un chromosome en plus. Donc je vous l'ai dit, avant c'était une personne sur 800 et maintenant c'est une sur 2500 à peu près. C'est donc devenu une maladie rare. Alors,
ce que je vais vous dire à chaque fois pour une maladie, ce sont des globalités sur la maladie. Maintenant, vous avez deux trisomiques 21 qui peuvent être complètement différents. Ils sont différents les uns des autres. Donc ça, ce sont des généralités qui ont été remarquées sur des études de groupe. Donc c'est vrai fondamentalement. A priori, une personne va plus ou moins correspondre à ça, mais peut très très bien être très différente. Hein. Donc il faut savoir, chaque personne est différente. Et voilà. Alors, la déficience intellectuelle, elle est légère ou modérée, autour de le QI. Bon, je parle du QI parce que on parle toujours de ça. Je n'y attache pas personnellement un intérêt phénoménal, mais il est en moyenne autour de 50-60, mais il est très variable. Ça peut aller de 35 à 70. 35, vous voyez, vous êtes dans une déficience quand même qui est sévère. 70, vous êtes à la limite de la normalité. Donc, vous voyez, la même maladie peut vous balayer un spectre extrêmement large. Alors, il y a des idées fausses, hein, je les ai notées aussi. On dit toujours que les personnes trisomiques sont placides et heureuses. Non, pas obligatoirement. Hein, être heureux, non, c'est pas. Voilà. Alors, je vais surtout vous parler de la personne trisomique adulte, du vieillissement. Alors, le vieillissement de la personne trisomique, il est plus ou moins rapide à partir de l'âge de 40 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a un vieillissement qui est plus rapide à partir de l'âge de 40 ans. Et dans ce vieillissement, on va voir à l'âge adulte décompenser des maladies antérieures, des pathologies antérieures. Donc, c'est à surveiller, effectivement, sur le plan médical. J'ai mis un petit peu de médecine, mais c'est de la médecine de surveillance. Hein. Alors, il faut surveiller le cœur. Beaucoup de ces adultes ont des fois été opérés pendant l'enfance d'une maladie cardiaque. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas bien le vieillissement de cette opération, de cette chirurgie cardiaque faite il y a 25 ou 30 ans. Il y a 25 ou 30 ans, on opérait pour sauver la vie immédiatement, mais sans penser à que deviendrait cette chirurgie 30 ans plus tard. Et donc, c'est des problèmes que l'on découvre au jour d'aujourd'hui. Un enfant opéré il y a 30 ans, mais peut-être que son cœur, des fois, il repose problème à cause de la chirurgie de la correction, imparfaite, ou tout comme le veut. Ils ont des problèmes de thyroïde, et ça, les personnes trisomiques, enfants, adultes, ont des problèmes thyroïdiens, surtout de l'hypothyroïdie. Ils font du diabète, il y a de l'obésité. Ils ont des problèmes sensoriels, alors des problèmes auditifs, des problèmes visuels, et aussi ils ont des problèmes orthopédiques, effectivement, parce qu'ils ont des fois un peu de surpoids, des problèmes de hanches, de genoux, etc. Mais par contre, il va y avoir des nouvelles maladies qui vont apparaître chez l'adulte. Et vous savez bien, l'Alzheimer, c'est une maladie qui va apparaître, et puis certains cancers, même si effectivement les personnes trisomiques font moins de cancers que d'autres, il y a certains cancers qui leur sont un petit peu spécifiques. Ils ne sont pas épargnés par tous les cancers. Et donc ces difficultés, ces maladies vont changer leur vie quotidienne et vous allez vous en apercevoir rapidement parce que ça ne va pas, il y a un souci, il ne va pas bien, il est agité ou il se replie sur lui-même, etc., etc. Le but pour ces adultes, c'est de conserver une autonomie le plus longtemps possible, c'est-à-dire conserver le b.a.-ba de la conservation de l'autonomie, c'est la marche et la communication. Donc ça, c'est les deux piliers les plus importants. Toujours communiquer, puis garder une autonomie motrice pour voilà. Ça veut dire qu'il y a un suivi régulier, médical. Le généraliste, en général, qui est averti un petit peu de ce qu'il faut regarder, la tension, etc., une fois par an. Mais l'ophtalmo, parce qu'ils vont faire beaucoup plus de cataractes, beaucoup plus de troubles de la vue, tous les 2 ans, l'ORL, ils ont des problèmes d'audition quand ils sont petits, mais ils ont tendance à avoir une presbyacousie aussi, plus fréquente. Le cœur, tous les 5 ans. À peu près, surtout s'ils ont été opérés. Et à partir du moment où ils ont été opérés et que le cardiologue voit, si à lui a décidé, ah ben lui, il faut que je le revoie dans 2 ans, ou dans 5 ans, c'est pas un problème. Si le cardiologue a décidé ensuite. Et puis, ce qui est proposé, c'est les hormones thyroïdiennes, tous les 2 à 3 ans à peu près. En sachant que une personne trisomique qui tout d'un coup devient frileuse, devient un peu renfermée, prend du poids, ça veut dire qu'attention, c'est peut-être une hypothyroïdie. Hein, voilà. Alors, les décompensations des maladies, je vous les ai citées, les cardiopathies, l'audition, il y a des séquelles d'otite, mais ils vont faire des presbyacousies. Vous savez, c'est un peu comme moi, avec l'âge, on a du mal à entendre. Hein, voilà, mais eux, ça va être plus précoce quand même. Ils font des cataractes, des myopies, des presbyties, les dents. C'est un problème extrêmement important, l'état dentaire.
Sur le plan métabolique, il faut surveiller un petit peu s'il prend du poids, le diabète, voilà. Je vous ai parlé des problèmes locomoteurs. Hein. Alors, ils font des scolioses, hein. Ils font des arthroses plus fréquemment. Et puis, dans les pathologies qui vous concernent, il y a toujours quelque chose qui revient, l'ostéoporose. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas une activité physique importante. L'alimentation n'est pas toujours parfaitement équilibrée et les populations que vous avez sont plus à risque d'ostéoporose, c'est-à-dire ensuite de fracture du col du fémur ou tout ce que l'on veut. Et ça, c'est un point qui est important de temps en temps de se poser. Alors, il n'y a pas de règle, hein, mais c'est vrai que l'ostéoporose, il faut s'en méfier, surtout sur une femme d'un certain âge. Elle a toutes les conditions pour avoir de l'ostéoporose, en plus parce que du fait de son retard et de manque de mobilité, de manque d'exercice. Autre chose qui est important, le reflux gastro-œsophagien. C'est très fréquent chez les personnes qui ont une déficience, parce qu'il y a une hypotonie, parce qu'il y a des troubles de la déglutition. Donc il faut se méfier. C'est des phénomènes douloureux, surtout la nuit. Hein, on a des douleurs la nuit. La constipation, qui effectivement, le fait qu'on ne boive pas beaucoup, qu'on a un régime particulier, qu'on ne bouge pas, on a tendance à être constipé. Et pour les personnes trisomiques, un risque un peu plus important de maladie cœliaque, c'est d'une intolérance au gluten. Mais enfin, c'est surtout chez l'enfant, ça. Alors, ensuite, j'ai parlé de ce qui va apparaître. Ça, c'était des choses anciennes qui vont se réactiver ou qui sont toujours présents à l'âge adulte. Quelque chose qui est fréquent chez l'adulte trisomique 21, c'est la fatigue. Hein? La fatigue, et elle va augmenter petit à petit avec l'âge. Alors, en fait, la fatigue, c'est un symptôme. Ça peut cacher un trouble du sommeil. Il ne dort pas bien la nuit. Et qu'est-ce qui a comme trouble du sommeil? Les apnées du sommeil. Quand vous ne dormez pas la nuit, vous êtes fatigué dans la journée. C'est vrai pour tout le monde, chez l'enfant et l'adulte. Ça peut être la fatigue, une hypothyroïdie qui commence. Ça peut être un problème digestif, une maladie cœliaque. Ça peut être une dépression. Ouais, c'est important chez les trisomiques, une dépression. Et ça peut être aussi le début d'un cancer éventuellement. Donc vous voyez, la fatigue, quand une personne trisomique, vous la sentez fatiguée inhabituellement depuis peu, il faut se poser la question pourquoi il y a cette fatigue. Autre problème qui peut apparaître, la dépression. La dépression, elle est pas exceptionnelle du tout, elle est plus fréquente chez les personnes trisomiques, adultes. Alors, ça peut se révéler par un mutisme, il ne parle plus, il parle moins, il pleure, il s'isole, il a des troubles du sommeil, il fait des cauchemars. Et il y a des facteurs déclenchants. Pourquoi une personne va avoir une dépression? Ben parce qu'il y a des difficultés au travail. Avec l'âge, on est plus en difficulté à partir d'un moment. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai aussi pour une adulte trisomique qui travaille et qui petit à petit se sent, on en parlait hier, effectivement, les cadences changent et la manière de travailler change. Et lui, on l'a pas mis au niveau. Et petit à petit, il va se ressentir exclu. Et donc, dépression. Ça peut être des difficultés relationnelles. On a des difficultés avec les amis de l'ATO, ou avec un éducateur ou avec quelqu'un. Ça peut être le décès d'un des parents. Et c'est aussi l'âge où ça arrive. Hein. Ça peut être aussi une déception sentimentale, évidemment. Et ça peut être aussi des mauvais traitements, parce que ça existe. Donc, vous voyez, ça, c'est des problèmes où il faut être attentif chez la personne trisomie 21. Ce qui peut redébuter, l'hypothyroïdie, je vous l'ai dit, on prend du poids, on est fatigué, on a une fréquence cardiaque qui se rabaisse, hein, et on a la frilosité, on a toujours froid. Et puis surtout la maladie d'Alzheimer. On sait que c'est assez particulier, la trisomie 21. À partir de l'âge de 45 ans, en général, on voit apparaître une maladie d'Alzheimer. C'est beaucoup plus tôt quand même que dans la population normale. À partir de 45 ans, mais en moyenne, c'est 55 ans. Voilà. La fréquence, ben, ça a été diversement apprécié, mais on va dire que, grosso modo, c'est 25% des personnes trisomiques qui vont évoluer vers une maladie d'Alzheimer. Alors, les chiffres, en fonction des études, varient de 15 à 45%, en fonction des études, de la population que l'on a. Hein. Mais grosso modo, si on mélange toutes les études, c'est une personne sur 4. Ah, c'est beaucoup. Et pourquoi? Parce que sur le chromosome 21, vous avez un gène, c'est l'APP. L'APP, c'est le gène qui produit la protéine bêta-amyloïde, celle qui est déposée dans le cerveau dans la maladie d'Alzheimer. Hein? C'est cette protéine qui se dépose et qui crée la maladie d'Alzheimer. Et la personne trisomique, elle a 3 gènes. Et elle en fabrique beaucoup plus que vous et moi. C'est tout à fait logique, si vous voulez, d'où elle est plus de risque. Alors on peut se dire, pourquoi
Pourquoi c'est pas 100%? Parce qu'il y a aussi des facteurs qui vous protègent, parce qu'il y a tout un tas d'autres explications. Tout se résume pas à un chiffre 2 ou 3, mais c'est vrai que c'est une population beaucoup plus à risque de maladie d'Alzheimer. Alors, la définition, vous savez ce que c'est, je l'ai copié, altération globale et persistante des fonctions cognitives. Donc, ça va être la mémoire, le langage, les praxis, le jugement, la personnalité, qui va être petit à petit perturbé. Et ça peut s'accompagner au tout début d'une perte de poids rapide. Donc, quand vous voyez une personne trisomique qui perd du poids, c'est assez fréquent, qui débute une épilepsie, hein, qui a un trouble du comportement, une dépression. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une maladie d'Alzheimer qui se profile? Oui, on a remarqué qu'une épilepsie qui réapparaît ou qui apparaît à l'âge de 50-55 ans est souvent le début d'une maladie d'Alzheimer. Après tout, pourquoi pas? Vous avez des dépôts anormaux dans le cerveau, ça peut être une zone de départ d'une crise épileptique. Hein, je veux dire, c'est pas illogique. Hein. Alors là, j'avais fait un diapo sur une étude où ils ont suivi des personnes trisomiques pendant 27 ans. Et 45 au départ. Alors bon, à l'arrivée, il n'y en avait plus 45. Hein. Mais voilà, ce sont une population, ils ont suivi sur 27 ans. Eh bien, qu'est-ce qui a augmenté effectivement? Alors c'était de 1988 à 2015. 27 années, ils ont la même personne, ils l'ont suivi. Alors qu'est-ce qu'on a vu augmenter? L'Alzheimer, évidemment. Les problèmes visuels. L'hypothyroïdie, alors elle atteint à peu près 40% au bout de 27 ans. 40% avec des troubles thyroïdiens. Et là, on les soigne, il y a des médicaments pour ça. Vous voyez, d'où l'importance. Les problèmes psychiatriques. Hein. Et par contre, la bonne santé, vous en aviez quand même un certain nombre en bonne santé au tout début, et quand ils ont 27 ans de plus, il n'y en a aucun qui est en bonne santé. Ils ont tous des problèmes médicaux. Pour revenir à la maladie d'Alzheimer, qui est vraiment le problème le plus important, la difficulté, c'est le repérage précoce. Il faut repérer vraiment le tout début. Alors, ça peut être des difficultés dans la vie quotidienne. Ils changent de comportement. Ils font des trucs un peu bizarres. Ils se trompent quand ils s'habillent. Ils ont une mauvaise hygiène alors qu'avant, ça se tenait bien. Ils arrêtent les activités ou ils évitent les activités parce qu'ils sont en difficulté. Donc, hop, ils l'évitent. Ils contournent, ils les arrêtent. Ça peut être une désorientation temporo-spatiale. Ils oublient un petit peu les dates, ils oublient le trajet, ils oublient un rendez-vous, alors qu'avant, ils n'avaient pas ce problème. Tout d'un coup, ils se mettent à oublier. Ou ils oublient un événement affectif important, j'en sais rien, moi, l'anniversaire de la sœur, ou voilà, ils oublient des choses qu'avant, ils n'oubliaient pas. C'est compliqué de faire un diagnostic d'Alzheimer chez une personne trisomique 21. Il n'y a aucun test spécifique. Hein, donc, c'est très difficile. Je sais qu'il y a quelques années, le service de neuroadultes avait suivi quelques adultes pour les trisomiques, mais finalement, je vous dis, il n'y a pas de test, donc c'est compliqué. Le mieux, c'est encore le neurologue adulte, et lui laisser son appréciation. Alors, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est qu'au sein du CHU de Montpellier, en neuroadulte, il y a peut-être une personne qui prenne l'habitude de voir les adultes trisomie 21, mais ça, c'est pas moi qui vais le décider, et qui peut-être se fasse une expérience, avec l'habitude, arrivera à mieux repérer un petit peu les signes les plus précoces, parce qu'il n'y a pas de tests adaptés. Ils ne sont pas adaptés. Ils sont faits pour la personne qui n'a pas de trisomie. Donc, confirmer le diagnostic, c'est très difficile. Deuxièmement, l'IRM, bon, il faut faire une anesthésie générale, etc. C'est compliqué, à vrai dire. Il faut éliminer une cause organique quand même. Est-ce que moi, j'avais vu, effectivement, on m'avait envoyé une personne trisomique de la Lozère qui, tout d'un coup, avait changé de comportement. Et finalement, j'avais trouvé qu'elle avait des douleurs articulaires. Donc, est-ce que c'était un rhumatisme qui se mettait en place et qui, finalement, entraînait des douleurs articulaires modifiées? Je ne sais pas. Donc, j'avais proposé quand même qu'elle voie un rhumato pour éliminer une maladie rhumatismale avec des problèmes de douleur et qui changeait son comportement et peut-être ça n'avait rien à voir avec un Alzheimer. Voyez? Donc, il faut quand même éliminer une autre cause. Donc, en pratique au quotidien, quand on a une personne trisomique 21 avec une maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ne pas créer d'affrontement frontal, parler normalement, ne donner qu'une seule information à la fois, on le disait toujours, il ne faut pas donner 3 informations, il faut que les choses soient dites simplement,
posément, l'une après l'autre. Tu as compris? Oui, on passe à la deuxième information. Il faut savoir distraire la personne aussi, puis rester toujours calme, patient et faire preuve de sérénité. Donc, vous voyez, c'est du bon sens. Je vous ai mis 2 autres diapos qui sont des mesures de soutien. C'est les principes d'Édimbourg. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des principes qui ont été édités pour les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas spécifique au trisomique 21, mais ce sont des principes que l'on peut tout à fait adapter. Alors ensuite, j'ai une petite diapo que vous ne verrez pas concernant la mémoire. Personne trisomique 21. Alors là, je vous parle. Et peut-être vous avez déjà oublié, parce que vous avez une mémoire auditive mauvaise, vous avez peut-être oublié ce que j'ai dit. Si je vous avais montré, vous auriez peut-être mieux enregistré. Donc, la mémoire immédiate, elle est auditive, visuelle, elle peut être aussi tactile, hein, parce que vous avez des gens, tiens ça, voilà, une mémoire tactile, odorat. C'est pas trop développé chez nous, mais vous avez les nez en parfumerie qui vont vous dire « Ah, ça, c'est tel parfum que j'ai senti il y a 10 ans. » Voilà, il y a d'autres mémoires. Mais en pratique quotidienne, c'est surtout le visuel et l'auditif qui marchent. Et l'auditif plus que le visuel, on va dire, on lit, etc. Ça, c'est la mémoire à court terme. Mais quand vous avez mémorisé, ça dure quelques secondes, la mémoire auditive. Vous avez besoin, parce que je parle tout de suite, je suis un peu rapide, hein, pour réentendre entendre ce que je dis au bout de quelques secondes, il faut déjà avoir engrangé ce que j'ai dit il y a 10 secondes en mémoire à long terme. Donc, vous l'avez casé dans un autre centre du cerveau, la mémoire à long terme. Et vous, quand vous allez faire des choses, vous allez ressortir cette mémoire à long terme. Et dans cette mémoire à long terme, en fait, il y a plusieurs casiers, plusieurs mémoires. Il y a une mémoire déclarative, c'est-à-dire qui passe par le langage. Et dans cette mémoire déclarative, il y en a 2. La mémoire épisodique. Raconte-moi, Paul, qu'est-ce que tu as fait tes vacances l'été dernier? Hein? Eh bien oui, je suis allé à la plage, etc., etc. Et puis, il y en a une autre mémoire, c'est la fable de La Fontaine, que tu as appris. Est-ce que tu es capable de t'en souvenir et de me la répéter? Hein, le lion et je ne sais plus quoi, vous voyez, elle n'est pas bonne chez moi, celle-là. Hein, c'est quand même des mémoires très différentes. Eh bien, la mémoire qui fonctionne le mieux chez l'enfant trisomique et l'adulte trisomique, c'est la mémoire visuelle. Donc, si aujourd'hui, il est là, il va perdre beaucoup de ce que j'ai raconté, parce que sa mémoire auditive, elle est de moins bonne qualité. Voyez, et donc, si vous voulez travailler avec une personne trisomique, utilisez beaucoup plus facilement l'image. Hein, vous prenez un journal, et puis voilà, il va en voyant les images, il va mémoriser davantage que si vous lui parlez. Parce que si vous lui parlez, il va oublier plus facilement, et puis vous allez dire, finalement, il ne retient rien de ce que je raconte. Non, parce que la mémoire auditive est compliquée chez lui. Donc, utilisez la vue, l'image. Hein, vous accompagnez en tout cas la parole de l'image. Quant à la mémoire à long terme, elle n'est pas très bonne pour raconter des histoires ou pour répéter les fables de La Fontaine. Hein, voilà, il aura du mal à raconter ce qu'il a fait l'été dernier ou à se rappeler d'une chanson ou d'une fable, voilà. Par contre, il y a un autre type de mémoire, c'est la mémoire procédurale. Celle-là, elle ne parle pas par le langage, elle parle par des apprentissages que l'on fait différemment. Par exemple, le vélo. Quand vous avez appris du vélo, vous vous souvenez du vélo. Pour manger, voilà, vous savez, pour manger, ça devient mémorable, vous mémorisez. Là, par contre, effectivement, il a une très bonne mémoire procédurale, c'est-à-dire que quand il aura appris par l'exemple, par la répétition, et non plus par le fonctionnement verbal voilà, eh bien, il se souviendra beaucoup plus facilement. Et donc, n'hésitez pas en répétant des tâches, il va apprendre en répétant des tâches, parce que vous répétez la tâche, mais il n'a pas besoin de le passer par le langage ou autre chose. Vous voyez? Brosser les dents, hein, voilà, on brosse les dents, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de voir. Une fois qu'on sait se brosser les dents, eh bien, il n'oubliera pas, il saura le faire. Alors, j'avais une petite diapo, un clin d'œil pour le futur. C'était pour vous, une étude qui a été faite, c'est rare d'avoir ce genre d'étude, et ils ont comparé 3 groupes, 160 jeunes trisomiques, un groupe contrôle, un groupe qui avait une thérapie classique occupationnelle, et l'autre qui jouait sur un jeu ou de la Wii. Alors, vous allez me dire, mon Dieu, qu'est-ce que ça vient faire? Vous savez, la Wii, vous savez, il y a la Wii Sport, la machine, etc. Et puis, ils ont comparé ces 3 groupes. C'est une revue internationale, hein, c'est intéressant. Voilà. Eh bien, ils se sont
aperçu dans cette étude, donc 160, 3 groupes, ça fait 3 fois 6, soit à peu près 50 et quelques, un peu plus de 50 dans chaque groupe. Ils se sont aperçus que ceux qui avaient pratiqué ce jeu Wii de Nintendo, on va pas, voilà, c'est ce qui avait été fait, avaient une meilleure coordination visuelle, motrice, à la fin de l'étude. Ils gagnaient en motricité fine par rapport aux 2 autres groupes. Donc, vous voyez, on n'y pense pas. Hein, là, oui, on croit que c'est les gamins, mais pourquoi pas? Donc, c'est un clin d'œil. Hein, c'est pas qu'il faut mettre tous les trisomiques à la Wii, au tennis ou au tir à l'arc. Hein, mais il y a probablement dans les années futures, peut-être, en passant par le jeu, des choses qui pourront et leur faire plaisir, et puis qu'ils en tireront un bénéfice. J'en sais rien, moi. Si vous avez la Wii, vous avez les gamins, là, ils jouent au tennis, au ping-pong, mais voilà. Ça entretient ou ça fortifie une certaine motricité, et les tests montraient clairement qu'ils avaient gagné par rapport aux 2 autres groupes qui n'avaient pas joué à la Wii, et bien qu'ils avaient gagné dans certains domaines de motricité fine. Voilà. Eh bien, cette diapo, c'était pour remercier mes éducateurs de m'avoir écouté sur la trisomie 21. Voilà. Et il y a une autre diapo avec que tu m'avais demandé quelques références en français. J'ai mis ça. Hein? Donc, vous les avez. Est-ce que vous voulez qu'on parle des autres pathologies ou qu'on s'arrête sur la trisomie? Allez. Ah oui, tous les chromosomes, plus ou moins, peuvent être trisomiques. Alors, c'est compliqué, les trisomies. Premièrement, il faut différencier les trisomies en chromosomes entiers en plus. Et là, la trisomie 21 est la seule trisomie qui vit longtemps. Les autres trisomies qui peuvent vivre un peu, c'est la 13 et la 18, où tout le chromosome est en plus. Hein? Les autres trisomies existent, mais elles meurent in utero. Les 3 trisomies qui arrivent à vivre, trisomie 13, 18, qui vont mourir en quelques jours, quelques semaines, des fois un peu plus longtemps, et la trisomie 21 qui va vivre maintenant 55, 60, 65 ans. Ensuite, vous pouvez avoir un petit morceau de chromosome qui est dédoublé. Hein? La trisomie 21, vous savez qu'un chromosome, on va dire que c'est fait de 2 morceaux, un petit bras court et un petit bras long, je ne sais pas si vous voyez un peu comme des pelets. Eh bien, il peut y avoir un tout petit morceau en plus, et pas le chromosome entier. On appelle ça des trisomies partielles. Effectivement, alors il y a tout un tas, maintenant il y a des dizaines, et chaque bout de chromosome peut se couper, se dédoubler, et ça vous donne une infinité de trisomies, la trisomie 15, et de la même façon, vous voyez des morceaux en moins. Hein, la délétion 22, par exemple, en moins. Donc ensuite, alors le problème qui est compliqué, c'est que couper un morceau de chromosome et le dédoubler, si je prends cette table, allez, celle-là, je peux couper ça et le dédoubler, je peux couper ça et le dédoubler, je peux couper... Vous voyez, il y a une infinité de possibilités de couper le morceau. On peut avoir des milliers de manières de dédoubler un petit morceau de cette table. Et à chaque fois, parce que là, il y a des gènes qui ne sont pas les mêmes que là, qui ne sont pas les mêmes que là, et à chaque fois, ça vous fait un aspect un petit peu différent. Donc ça devient ensuite très compliqué. Alors maintenant, je vais vous parler du... Voilà. Du syndrome X fragile, je pense que c'est aussi une maladie qui est assez fréquente. Hein. Alors, le syndrome X fragile est la maladie héréditaire la plus fréquente. La trisomie, elle n'est pas héréditaire, vous le savez, c'est un accident, pas tout le temps, mais dans l'immense majorité du cas, c'est un accident. Alors, par contre, le syndrome X fragile, c'est une particularité qui différencie l'homme et la femme, et au désavantage de l'homme, comme toujours. Vous savez qu'une femme a 2 chromosomes X et que l'homme, il a un chromosome X et un chromosome Y. Et quand il y a un problème sur le chromosome X, la femme, elle a une roue de secours, elle a le 2e. Et l'homme, il n'a rien, il a un petit Y qui ne sert à rien à côté. Donc, effectivement, il y a à peu près 20% de retard mental, de déficience, en plus chez les hommes que chez les femmes. Donc, ce n'est pas négligeable parce que le chromosome X, en plus, il a beaucoup de gènes qui interviennent dans le cerveau. Et donc, ça explique que les hommes ont beaucoup plus de déficience intellectuelle que les femmes. Voilà, c'est désolé, mais on est comme ça. On est mal fabriqué. Bon, on n'y peut rien. Alors, c'est un gène qui est sur le chromosome X qui s'appelle le gène FMR1.
hein, FMR1, c'est fragile, mental retardation, un X fragile, un site qui a tendance à se casser un peu et qui perturbe ce gène et qui, voilà, qui entraîne la déficience intellectuelle. Alors, c'est un garçon sur 4000 à peu près et une fille sur 8000. Alors, la transmission génétique, elle est très particulière parce que quand un homme il a cette anomalie, bon, il a un retard mental. Et en général, il faut savoir que dans ce genre de handicap, on n'a pas de descendance. Mais en général quand même. Hein. Par contre, quand une femme a une anomalie sur un chromosome X, elle a le deuxième chromosome qui fonctionne et elle peut avoir une absence complète de symptomatologie. Elle peut avoir un QI à 120, allez, être ministre, je ne sais pas de quoi. Elle peut très bien réussir dans la vie. Dans les ministres, on n'ira pas plus loin. Mais si vous voulez, la particularité d'une femme, quand même, il faut quand même un peu la mettre à notre niveau, hein, c'est que chaque cellule, nous, on fonctionne avec un seul chromosome X. Et une femme ne fonctionnera pas dans sa cellule avec 2 chromosomes X. Parce que la nature est faite, il n'en faut qu'un. Si bien que chaque cellule du corps d'une femme va en éteindre un. Il va dire, toi, je te mets au repos, tu ne fonctionnes pas, pour qu'il y en ait un seul de chromosome X qui fonctionne. Mais ça, c'est au hasard. Alors, d'une manière générale, au hasard, c'est 50-50 sur les milliards et les milliards de cellules. Et bon, en général, ce qui fait que même au niveau du cerveau, si vous avez 40% de cellules chez une femme qui ne fonctionnent pas bien, 60% fonctionnent et ça va très bien. Mais vous pouvez avoir une répartition un petit peu, voilà, les dés ont été jetés et malheureusement, il y a un peu trop de cellules cérébrales qui fonctionnent avec le gène anormal et vous avez à peu près 50% des femmes avec cette maladie qui auront une expression beaucoup plus légère de la maladie, une déficience beaucoup moins sévère, mais qui auront une expression. Ensuite, c'est compliqué, on ne va pas en parler, je parle que des gens malades, parce que avant d'avoir cette anomalie, il y a ce qu'on appelle une prémutation, on n'a pas de retard, mais c'est autre chose. Donc, vous voyez, c'est particulier. Une maman qui a un garçon avec un X fragile, elle a obligatoirement un problème sur un de ces 2 X. Ce problème, ma foi, il a été donné par qui? Il a pu être donné par son papa ou sa maman. Par son papa, parce que je vous ai dit qu'il y a une fragilité qui n'a pas de déficience. Mais le papa va donner, s'il a cette fragilité sur ce gène, il va la donner à toutes ses filles, il n'a qu'un seul X. Ce qui veut dire qu'une maman qui a un enfant avec ce syndrome, si elle a des sœurs ou des frères ou des sœurs, elle a des chances que ses sœurs aient le même problème, qu'elles soient porteuses. Donc, vous voyez, c'est important, là, de faire un diagnostic, même chez une personne de 50 ans, parce qu'il y a une cousine, peut-être, qui va avoir des enfants, et qui est porteuse, et qui risque d'avoir des enfants qui auront ce handicap. Hein, donc là, il y a un conseil génétique extrêmement important dans l'X fragile. C'est pour cela que quand on a une personne déficiente intellectuelle, et qu'on n'arrive pas physiquement à dire c'est ça ou ça ou ça, on propose de faire ce qu'on appelle maintenant le karyotype moléculaire et l'étude du gène X fragile. Ce serait trop bête de passer à côté, parce qu'il y a vraiment dans la famille d'autres personnes qui vont avoir des problèmes. Voyez ? Et donc, voilà, ce gène un petit peu qui est compliqué pour les garçons. Alors, le patient, le garçon, ne présente pas beaucoup de caractéristiques physiques. Voilà. Bon, c'est vrai qu'à l'âge adulte, ils ont en général des oreilles beaucoup plus grandes que la normale. Bon, encore faut-il. Et puis, ça se voit pas, ils ont des gros testicules. Voilà les caractéristiques physiques des adultes X-FRA, des hommes, des grandes oreilles, un faciès plutôt un peu allongé, vous voyez, un menton plutôt un peu allongé, et des gros testicules. Bon, c'est pas tout le monde qui va aller vérifier ça. La déficience intellectuelle, elle est très variable. Chez les QI, chez les garçons, c'est entre 50 et 60. C'est un peu comme le trisomique, c'est entre 35 et 70. Chez les filles, la déficience, elle est beaucoup plus légère, c'est 60-70, 70 autour souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'âge adulte, la déficience ne va pas s'aggraver. Tout à l'heure, on a dit que l'adulte trisomique avait tendance à aggraver petit à petit. L'homme qui a une X fragile ne va pas s'aggraver et va avoir la capacité d'acquérir de nouvelles compétences. Donc c'est bien pour vous. Vous allez pouvoir lui apprendre encore, même à 45, même à 50 ans, d'autres choses. Il en est capable.
voyez? Donc voilà. Alors c'est plus lent que la normale, évidemment, mais il a les capacités de continuer à apprendre à l'âge adulte. Ce qui caractérise ces hommes-là, c'est les troubles du comportement. Longtemps, on a dit qu'ils étaient souvent autistes. Alors, mais quand maintenant vous parlez avec Amaria Bagdadli, qui est au Centre Ressources Autisme, elle dit oui, c'est vrai ça ressemble beaucoup à de l'autisme, mais quand on les étudie finement, on n'a pas les caractéristiques vraiment absolument typiques des personnes autistes. Ils ont des singularités dans leur comportement, troubles de la relation sociale, qui les caractérisent. Et donc, bon, ça ne veut pas dire que même s'ils ont ces difficultés, il faut qu'ils soient pris en charge par un psychiatre. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont un X fragile qu'il ne faut pas voir le cardiologue, c'est une malformation cardiaque, ou voilà, donc ou voir un psy ou voir un neurologue. Hein. Je veux dire que l'un n'exclut pas l'autre. Attention, c'est important ce que ça. Hein. Donc c'est sur le problème d'insertion sociale, le parcours de vie, qui sont des handicaps importants du fait de cette difficulté de leur socialisation. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont ces personnes? Quand ils sont enfants ou ados, ils sont souvent une hyperactivité. Ce n'est pas le cas chez vous, ils ont dépassé l'âge. Ils ont, pareil, des troubles de l'attention, une impulsivité, voilà. Mais tout ça s'améliore avec l'âge. Donc vous allez récupérer, vous, quand ces problèmes seront passés. Ils seront moins hyperactifs, ils seront beaucoup plus attentionnés qu'ils ne l'étaient 20 ans avant. Par contre, eux, quand ils sont enfants, eh bien, il y a des traitements traitements qui agissent effectivement et qui sont bénéfiques. Par contre, ils ont des troubles du comportement qui vont peut-être être exacerbés. Les interactions sociales, ils ont ce qu'on appelle une anxiété sociale. Hein, donc ils sont très angoissés, très anxieux. Mais là encore, avec l'âge, ils ont tendance à s'améliorer. Donc vous voyez, quand même, c'est intéressant parce que finalement, ils se bonifient un peu avec l'âge. Hein, ils se bonifient avec l'âge. Par contre, ils vont avoir des troubles praxiques dans le graphisme, l'écriture, l'organisation visio-spatiale, le calcul. S'ils avaient des capacités avant, ils vont un petit peu être en difficulté pour apprendre de nouvelles choses. Il faudra les entretenir à ce niveau-là. Pour eux aussi, comme pour l'enfant, l'adulte trisomique, la mémoire visuelle est bien meilleure que la mémoire verbale. Donc, un adulte X fragile, les images, les photos, avec de la parole, mais surtout de la vision. Il faut qu'ils voient, ils vont se souvenir davantage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler la mémoire verbale, il ne faut pas travailler le langage, mais si vous voulez qu'ils retiennent mieux, il faut accompagner surtout avec des images ou quelque chose d'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la mémoire à long terme est intéressante, en particulier parce qu'ils ont une mémoire épisodique. Ils vont se rappeler bien plus facilement des vacances de l'été dernier, contrairement à l'adulte trisomique. Hein, donc, utiliser ce qu'ils savent faire pour leur faire raconter, etc., pour les valoriser, l'estime de soi. Ah ouais, super, t'as fait ça, etc., c'est bien. Il sera content de voir que finalement, il a des capacités que vous les remarquez. Donc, mémoire visuelle, elle est meilleure que l'auditive. Il se souvient bien plus facilement des vacances qu'il a passées, de ce qu'il a fait, que plutôt, effectivement, des fables de La Fontaine, parce que là aussi, c'est compliqué. Hein. Voilà, la mémoire, des connaissances générales, 1515 Marignan, ou La Fontaine, ou tout ce que vous voulez, ce que l'on apprend, hein, et pas ce que l'on fait, ce que l'on apprend en entendant, ça, c'est difficile pour eux. Par contre, si vous faites un jeu de rôle, il va s'en souvenir. Voyez? Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'améliore avec l'âge et qu'est-ce qui va moins? Ce qui va moins, ils ont souvent une perturbation, l'audition. C'est vrai pour tout le monde. Dans ces pathologies, l'audition aussi, et ce handicap, parce que quand on entend moins bien, on participe moins, etc., etc. L'épilepsie, il y a 20% qui font de l'épilepsie. C'est pas toujours facile dans ces maladies avec handicap de voir des crises d'épilepsie. Voilà. Des fois, avec l'âge, ils deviennent plus spastiques, donc un peu de kiné, ou du vélo, ou de la piscine, vous voyez, des activités physiques qui les relaxent. Hein. L'ostéoporose, on en a parlé tout à l'heure, comme toujours, et puis ils ont les pathologies de tout le monde liées au vieillissement.
Hein? Par exemple, qu'est-ce qui va s'améliorer, comme je vous l'ai dit? Les troubles du comportement. Et ça, ils ont été pourris pendant l'enfance par ces troubles du comportement. C'est bien qu'ils soufflent un peu à l'âge adulte. Et puis, ils ont aussi une meilleure attention, je vous l'ai dit. Ils étaient hyperactifs, peu attentionnés pendant l'enfance. Ils gagnent beaucoup avec l'âge. Tout à fait. Alors ça, c'est un problème qui est... Alors bon, je ne vais pas dire toucher et douleur, parce que le toucher peut être agréable. C'est un sens que l'on veut agréable au départ. C'est vrai que ce n'est pas un sens qui rentre pour beaucoup habituellement dans la communication ou dans la vie quotidienne, même si c'est un sens, je vous l'ai dit, qui est très important. Vous savez que beaucoup d'aveugles sont des kinés, hein, parce qu'ils palpent infiniment mieux les petites contractures musculaires qu'ils ont sous la peau. C'est un sens qui peut être extrêmement important. Le problème de la douleur, c'est vrai que je ne l'aborde pas parce que c'est un sujet immense et qui concerne toutes les personnes avec qui vous travaillez. C'est que ça va être difficile. Des fois, ils n'ont pas la capacité de dire qu'ils ont mal et de dire où ils ont mal. Et donc, c'est une thématique que l'on doit théoriquement aborder notre prochaine journée. Oui, non, c'est important, la douleur chez les personnes handicapées et adultes, c'est vrai. C'est pareil chez l'autiste, la déviation de la douleur chez l'enfant autiste. Voilà, quand on n'arrive pas à exprimer, c'est important de la mettre en évidence. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. X fragile. Donc quelque chose assez rare, mais pas exceptionnel. Hein. Il y a probablement plusieurs dizaines, je ne sais combien, une centaine de personnes X fragiles dans notre région. Un garçon sur 4000, bon, ça fait un paquet. Hein. Si vous avez calculé vite, voilà, on a 2 800 000 habitants, un truc comme ça, donc la moitié 1 400 000 hommes. Vous voyez que ça fait quand même un certain nombre au bout du compte. C'est rare, mais bon, quand on réfléchit et quand on calcule, on s'aperçoit qu'il y a de quoi avoir des établissements où on en trouve pas mal. Hein? Alors, on passe au suivant, le syndrome de Williams-Boren. Est-ce que vous avez des personnes qui ont ce syndrome? Oui, peut-être vous ne le savez pas. Alors, c'est un petit peu plus rare que le syndrome X fragile. Ça touche les garçons, les femmes et les hommes. Hein. Alors là, c'est une petite délétion. C'est une personne sur 7500. Voyez? Et donc, une personne sur 7700, à 2,8 millions dans le Languedoc, faites l'opération pour ceux qui sont adeptes du calcul mental. Et vous allez voir que probablement, il y a des personnes, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, une petite anecdote. On a fait une journée Williams-Boren. Et il y a une personne qui était venue à cette journée parce qu'elle avait un doute sur son frère adulte. Et effectivement, quand on a parlé de ça, elle m'a dit, mais c'est mon frère. Il avait 30 ou 40 ans. Voyez? Et c'est elle qui, finalement, nous a amené son frère qui, effectivement, avait ce problème-là. Qui était dans un atto, je ne sais où. Voyez? Il était dans un établissement. Alors, premièrement, tout à l'heure, je vous ai dit, vous m'avez parlé des trisomies partielles. Là, c'est une délétion partielle. Et c'est une délétion, c'est-à-dire il manque un petit morceau du chromosome 7. Alors pourquoi il manque toujours ce petit morceau? Parce que regardez la table là, elle est cassée. Elle est cassée parce qu'il y a des points de fragilité à ces deux endroits. Et bien sur ce chromosome 7, non, blague. Sur ce chromosome 7, vous avez des points de fragilité à deux endroits. Et ces points de fragilité font que ça casse souvent et ça enlève le morceau. Vous comprenez? Hein? Ça enlève le morceau qui correspond à ce qu'il y a entre ces deux points de fragilité, ce qui explique que finalement c'est toujours le même morceau qui va casser dans ce coin et que ça donne toujours un même syndrome reconnaissable que l'on connaît depuis maintenant plusieurs dizaines d'années et que l'on a, pour qui on a mis en évidence dans un second temps que c'était un petit trou, une petite délétion, ça s'appelle, du chromosome 7. Voilà. Une personne sur 7500. Vous avez calculé, bon, voyez, 380 dans le Languedoc-Roussillon, ben écoutez, voilà, et, ouais, je vous reposerai des questions encore. Non, mais voyez, je veux dire que, donc il y a des adultes, et ils sont bien quelque part. C'est pas exceptionnel, hein, voilà. Et ce petit accident est accidentel, ce petite délétion est accidentelle, parce que comme d'habitude, une personne qui a cette déficience ne va pas avoir d'enfant, d'habitude.
Hein, donc en général, ça ne se transmet pas. C'est un accident, comme la trisomie 21, c'est accidentel, ce morceau se casse, mais la personne qui aura ce morceau cassé n'aura pas de descendance du fait de sa déficience. Alors, ces personnes ont un aspect physique un peu particulier. Alors, vous avez une photo qui est là, ils sont très souriants. Ils sont très très souriants, ils ont en général des beaux yeux en amande, ils ont souvent des joues un petit peu rebondissantes. Vous savez, on les a comparés, vous savez, quand ils sont enfants, parce que quand on devient âgé, on n'est jamais aussi beau que quand on est enfant. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Mais on les a comparés quand les enfants, vous savez, à ces petits angelots qui soufflent dans les trompettes, dans les tableaux, avec les gens gonflés, voilà. On les a comparés à ces petits angelots. Ils sont mignons. Ils ont un point très, très particulier. C'est que, au début, surtout, mais enfin ça continue après, ils parlent de tout. Mais on dit que c'est un syndrome de cocktail party. Ils vont vous dire, tu as vu hier à la télé, j'ai vu, je sais pas trop en ce moment qui en parle, tu as vu, touche pas à mon poste, machin, oh il a, voilà. Et les parents vont dire, qu'est-ce qu'il est brillant mon gamin. Il est capable de se souvenir, de discuter. En fait, ce langage cache quand même une grande déficience intellectuelle qui va être mise en évidence avec l'âge. Pour les parents, les professionnels vont s'apercevoir assez vite qu'il y a de la déficience. Mais les parents, au début, c'est compliqué parce qu'ils voient un langage brillant et effectivement, ils ne voient pas la déficience du gamin. Alors, à l'âge adulte, ils vont garder un petit peu cette particularité d'un langage un petit peu cocktail party, qui va faire qu'on a l'impression vraiment qu'ils connaissent beaucoup de choses et qu'ils s'intéressent à tout. Ils ont des problèmes cardiovasculaires qui vont apparaître avec l'âge. Attention pour vous. Ils ont un risque important d'hypertension artérielle avec l'âge. Ils ont souvent des troubles du calcium. Ils font une hypercalciurie. L'hypercalciurie, ça veut dire que quand on urine trop de calcium, il va se déposer dans les reins. Que ça crée une néphrocalcinose, une insuffisance rénale. Il y a des traitements. Bon, si vous attendez pour le diagnostic, il en a insuffisance rénale, c'est la greffe ou le machin. Donc, vous voyez, on est dans la prévention. Hein, attention, une analyse de pipi de temps en temps pour voir s'il y a trop de calcium. Ils ont ce comportement, ils discutent de tout. Quand ils sont en consultation, ils vont discuter avec tous les patients, on dit qu'ils sont hyper sociables. Vous voyez, alors, vous voyez que hyper sociable, c'est pas mal, hein, finalement. Mais on peut avoir un problème génétique qui, tout d'un coup, va donner une certaine qualité. Alors, certaines qualités, quand vous avez une gamine de 16 ans qui va discuter avec tout le monde dans la rue, c'est plus embêtant. Vous voyez? Mais ce côté hyper social, quand il est canalisé, après tout, on pourrait dire c'est bien. Hein? Mais ils ont cette marque de fabrique, je vais presque dire. Hein? Alors, ils sont quand même une déficience intellectuelle légère à modérée, avec des QI autour de 60 à peu près. Ils ont beaucoup de facilité dans ce qui est verbal. Parce qu'ils ont un retard de langage au début, mais quand ils parlent, ensuite ils vont vous raconter n'importe quoi. Hein, ils vont discuter avec vous, vous n'allez même pas vous apercevoir qu'il y a un problème. Hein. Par contre, dans ce qui n'est pas verbal, ils sont en grande difficulté. Hein. Ils ont des grandes difficultés dans le visio-spatial. Il y a d'ailleurs des images qui montrent, on demande à une personne trisomique 21 de dessiner un vélo. Hein, alors il fait le vélo, machin, etc. Bon, il vaut ce qu'il vaut ce vélo. Et la personne qui a un Williams-Rennes, elle va mettre une roue là, une pédale ici, le guidon là-bas. Alors vraiment, ce vélo, vous n'allez pas faire 50 cm avec. Hein, mais ça se rééduque. Ça se rééduque, et si vous faites de la rééducation, ils vont être capables, 4-5 ans plus tard, de redessiner un vélo qui, ma foi, ressemble à quelque chose. Ils sont très très sociables, ils aiment beaucoup discuter, hein, ils ont vraiment un sens important, un désir de la conversation avec les autres. Ils ont des capacités donc d'articulation verbale, ils ont une aisance dans le discours, je vous l'ai dit, mais ça cache, cette verbalisation, ce langage, cache quand même quelque chose qui est vide derrière. Alors c'est assez intéressant parce qu'ils ont ce côté hyper sociable, etc., mais un peu creux. Et on s'est aperçu qu'à peu près 10 à 15% des syndromes de Williams-Rennes ont un trouble autistique. C'est intéressant de faire la relation trouble autistique, difficulté sociale. Eux, facilité sociale, mais qui ne s'appuie sur rien. Vous voyez?
cette facilité de relations sociales, finalement, n'est pas soutenue par une réelle des liens sociaux réels. Hein, et donc, finalement, au bout du compte, c'est la même fragilité. Et pour certains, le trouble autistique. Je trouve que c'est intéressant pour voir les deux côtés de l'affaire. Voilà, ce qu'on dit, ils ont un langage qui est peu signifiant. Hein, ils parlent, mais vraiment, ça ne veut pas dire grand-chose derrière. Alors, eux, par contre, ont une très bonne mémoire auditive. Le langage, le verbe, ça fonctionne très bien chez eux. Alors, par contre, dans le visuel, ça ne marche pas bien. Donc, eux, il faut leur parler et pas leur montrer. Et un quiz musical? Alors, ils adorent la musique. Alors, ils ont... À 3 notes de musique, hein, oui. il y a immédiatement... Ils adorent la musique, mais ils adorent plus le rythme que finalement le Mozart pur, on va dire. Alors, si bien qu'aux États-Unis, tous les syndromes de Williams-Burroughs sont dans des écoles de musique, des machins, etc., etc. Bon, ça leur fait plaisir, ça augmente l'estime de soi. Bon, vous allez probablement pas avoir un nouveau Mozart ou un nouveau Chopin à la taux des écureuils. Hein. Mais enfin, non, c'est important parce qu'ils se font plaisir, ça augmente l'estime de soi, et ça, c'est fondamental. Il y a une grande habileté sociale apparente. Hein, apparente, mais qui cache une pauvreté sociale. Qui est pauvre, qui cache quand même quelque chose. C'est très contradictoire. Mais ce qu'ils vont montrer, c'est une relation sociale, une discussion. Vous allez parler avec eux. Voilà, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Ils vont discuter avec vous. Hein. Et je vous dis, en consultation, ils vont discuter avec tous les parents, avec tous les enfants qui sont là, comme s'ils se connaissaient depuis 20 ans. Vous voyez? Mais ça cache en fait une pauvreté derrière ce langage. On dit cocktail, le langage de cocktail party. Hein, vous passez d'un groupe à un autre, machin, et puis en fait vous dites rien. Hein, vous discutez pour rien dire. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, bonne mémoire langagière, auditive, mauvaise mémoire visuelle, mémoire sémantique, alors les connaissances. Alors eux, les tables de La Fontaine, ils vont vous les réciter. C'est meilleur que moi, probablement. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait l'été dernier? Ça va être un petit peu difficile, comme le trisomique. Ils ne vont pas être capables de vous raconter ce qu'ils ont fait l'an dernier, pendant les vacances. Et là aussi, faire du vélo, etc., c'est pas terrible. Cette mémoire procédurale qui relève non pas de l'apprentissage verbal scolaire, mais de l'apprentissage... voilà, on fait du vélo parce qu'on a appris à faire du vélo. Hein, et on nous a pas appris verbalement à faire du vélo. Hein. Alors là aussi, ils ont des difficultés. Voilà. Donc, vous voyez, le côté important chez ces adultes, c'est ils aiment bien parler, etc. Donc, ils adorent la musique. Attention, ils adorent l'eau, mais comme ils ne savent pas nager, ils se noient. Alors, pour les gamins, c'est important avec les piscines dans la région. Hein, ils vont se jeter à l'eau. Voilà, un enfant trisomique 21, vous allez un adulte, vous allez lui apprendre à prendre le bus, à s'arrêter, etc., à la station, voilà. Un syndrome de Williams, il aura des grandes difficultés parce qu'il a cette difficulté visio-spatiale énorme. Vous voyez? Donc là, il faudra bien vérifier, être sûr avant qu'il puisse être un petit peu autonome dans un déplacement ou ceci ou cela. Ce sera compliqué pour lui. Question sur le syndrome de Williams? Alors, quand ils sont mignons, quand ils sont petits, à l'âge adulte, ça quand même, ils deviennent un peu plus, entre guillemets, grossiers de visage. Hein. Donc, mais ils ont quand même... Ce qui les caractérise, c'est ce problème de comportement. Je vais presque dire que c'est presque plus ça que finalement repérer une morphologie que les spécialistes vont repérer très vite, mais que le non-spécialiste, il va peut-être être... C'est assez inhabituel d'avoir quelqu'un qui discute avec tout le monde, etc., qui a ce côté hyper social, on va dire. Hein. Ils sont plus facilement acceptés en même temps parce qu'ils donnent le change. Ah oui, tout à fait. Hein. À l'école, ils discutent, ils ont plein de copains, etc. Voilà, ils donnent le change, mais c'est creux derrière. On va aller dans le plus dur, le syndrome d'Angelman. Vous avez des personnes qui ont ça? Non. Ben oui, vous en avez. Les trois derniers. Ah, vous en avez eu? Le précédent, on l'a, mais il n'est pas connu. En fait, hein. Alors, ça n'a pas été prouvé, mais je parierais. Voilà. Alors, c'est. J'ai demandé à certains et voilà, c'est une évidence que. Alors, syndrome d'Angelman, époque, là encore, c'est sur le chromosome 15. Et il y a deux possibilités. C'est un petit trou. Allez, le bout de la table qui a sauté, un bout de chromosome, et qui a enlevé des gènes importants pour le développement cérébral. À peu près. Les 2 tiers, je ne sais plus à peu près, ont ce petit morceau de chromosome en moins.
Et c'est facile de le mettre en évidence avec une technique de cytogénétique. Mais quand on est face à un syndrome d'Angelman, que l'on pense être un syndrome d'Angelman, je parle au niveau des généticiens, et qu'on n'a pas cette délétion, ce morceau qui est en moins, il faut savoir que si on y pense vraiment, il faut aller étudier un des gènes qui est là-dedans, qui en soi est déjà responsable, lui, du syndrome d'Angelman, pour trouver une faute d'orthographe dans le gène. On appelle une mutation. Hein? Un gène, c'est un petit peu comme un livre. Un livre avec des pages entières, etc. Alors, vous pouvez enlever, balancer le gène, c'est la délétion. Il est parti avec le morceau. Et donc, effectivement, il y a un problème. Il n'y a plus de livre. Mais vous pouvez, dans le livre, faire des fautes d'orthographe qui font que le livre, on ne le comprend plus. Vous voyez, le gène, c'est le livre. Il y a des fautes d'orthographe et ça ne veut plus rien dire. Hein? Ce n'est pas le livre qui a disparu, c'est il est bourré de fautes et on a finalement quelque chose qui au niveau cérébral ne fera plus son boulot. Parce que ça ne veut plus rien dire. Et donc ça c'est important effectivement. Alors il y a les deux possibilités, hein, soit le petit morceau en moins la délétion, soit la faute d'orthographe dans le gène. Et voilà. C'est intéressant parce que finalement on s'est aperçu que ceux qui ont le morceau de chromosome en moins sont plus déficients intellectuels. Mais ceux qui ont l'anomalie dans le gène ont plus de troubles psychiatriques. Vous voyez? Donc il y a quand même des petites différences. Voilà. Alors c'est quand même une déficience importante avec un QI qui se situe autour de 20. Vous voyez? Donc on est dans le plus sévère. Hein? On est vraiment dans le plus sévère. Un QI efficient autour de 20. Et c'est à peu près une personne sur 12 000 à une sur 20 000. On n'a jamais des chiffres très précis. Donc c'est encore plus rare. Hein? Je ne vous demande pas de faire de calcul, mais il y en a quand même quelques dizaines. Oui, c'est bon, alors. On verra. Les chiffres et les lettres. Alors, bon, on est déjà dans la déficience sévère, la déficience motrice aussi sévère. Il y a une absence de langage. Par contre, il y a un comportement aussi là qui est particulier, une jovialité et des rires inexpliqués. Hein? On a des rires inexpliqués, un aspect jovial, mais on a une déficience, une absence de langage, des problèmes, une ataxie. Hein, il marche avec un petit peu des difficultés. Parfois, il y a une hypopigmentation. Quand c'est le morceau de chromosome qui a été enlevé, dans ce qu'on a enlevé, il y a un gène de pigmentation qu'on a enlevé. Et puis tout d'un coup, vous avez un blondinet dans une famille où ils sont noirs, brun. Alors bon, c'est pas la maman qui a fauté. Hein, c'est simplement que le gène, on a enlevé le gène de pigmentation et on a un petit blondinet, alors que dans toute la famille, on est brun de chez brun. Alors, d'habitude, ils ont une puberté normale, et alors eux, par contre, auraient théoriquement des possibilités, alors dans les autres, il y a des difficultés de grossesse et d'enfants, eux, par contre, auraient, parce que ça a été décrit plusieurs fois, des possibilités d'avoir des enfants. Malgré cette déficience intellectuelle, on n'est pas à l'abri de relations, et effectivement, c'est important de savoir qu'une femme qui a ce syndrome d'Angelman est tout à fait capable d'avoir un enfant, qui peut avoir lui-même aussi le problème. Hein? Donc ça, c'est important. Alors, à l'âge adulte, les personnes ont toujours ce déficit intellectuel sévère. Ils ont une très faible autonomie, mais habituellement vont bien au niveau médical. Ils sont en bonne santé. Sauf qu'ils font de temps en temps des crises d'épilepsie qui peuvent donc survenir à l'âge adulte. Donc c'est l'épilepsie un petit peu, dans toutes ces maladies cérébrales, il y a des risques d'épilepsie, hein, mais en général, ils sont en bonne santé. Alors, l'autonomie avec un QI à 20, absence de langage, problème moteur, elle est quand même très limitée. Alors, ils sont dans les atos, dans les femmes, dans les masses, en général. Hein. Voilà. L'espérance de vie semble normale, même si on n'a pas de données chiffrées, mais enfin, on a l'impression qu'ils sont en bonne santé, qui vivent un petit peu normalement. Hein. Voilà. Alors, la vie du patient qui a ce syndrome, donc très faible capacité d'apprentissage, difficulté à mémoriser les gestes, un langage qui est quasi inexistant, une grande lenteur dans l'exécution des consignes et une fatigabilité importante, des troubles de l'attention, de la concentration, il y a un handicap qui est assez sévère, il faut les accompagner précocement, surtout leur donner un moyen de communication qui ne va pas être la communication orale, mais qui va être probablement les images, hein, quelque chose comme ça. On est capable de leur apprendre
certains comme la toilette, faire la toilette, s'habiller avec de l'aide, etc., etc. Alors ils comprennent, ils ont des compétences linguistiques réceptives, c'est-à-dire ils comprennent beaucoup plus qu'on ne croit, comme souvent. Hein, ils ont du mal à exprimer, mais ils comprennent quand même beaucoup, beaucoup mieux finalement. Ils ont des capacités de compréhension qui sont beaucoup mieux, plus importantes en tout cas. Moi j'ai remarqué qu'on sous-estime toujours la capacité de compréhension. Hein, je me rappelle une petite fille qui vient me voir, qui a, je sais pas, 5 ans, pas de langage. Puis je la mesure, pas de langage. Et bon, il faut demander qu'elle se pousse contre le mur. Et je lui dis, recule tes pieds. Oui, de manière idiote, hein, pas de langage qu'elle va comprendre. Et la gamine recule ses pieds. On est toujours très étonnés, je trouve ça fascinant personnellement, de voir quand même ces capacités qu'ils ont des fois de comprendre, qu'on sous-estime tellement, tellement, tellement. Oui, tout à fait. Et on les prend beaucoup plus en déficience qu'ils ne le sont réellement. Alors, ils aiment la musique. Voilà, c'est important. Ils aiment la relation, même s'ils ne peuvent pas parler, ils aiment la relation avec les autres. Hein, ils sont en demande. Voilà. Ils ne seront jamais autonomes quasiment. Et par contre, ils ne vont pas se détériorer de manière importante avec l'âge. Alors la prise en charge, c'est l'orthophonie non pas pour le langage, mais c'est surtout pour l'utilisation d'une communication qui ne sera pas langagière, c'est les pictogrammes, éventuellement la langue des signes, c'est compliqué, mais enfin ça peut être assez restreint. Ils perdent l'acquisition de la marche s'ils n'ont pas un peu de kiné, parce qu'ils sont très spastiques et un peu cérébelleux, donc ils peuvent effectivement avoir des rétractions, etc. Donc la kiné peut être importante tant qu'ils ont de l'autonomie. Ils peuvent avoir besoin d'ergothérapie, etc. Il faut savoir, comme je vous ai dit, que dans le petit morceau qu'on leur a enlevé, des fois, quand on enlève le morceau, il y a un gène de pigmentation qui disparaît. Alors si on a un blondinet, ce n'est pas un gros problème, mais attention, ce gène de pigmentation au niveau de la vue intervient, et des lunettes noires quand ils sortent, ils ont besoin. Protéger les yeux. Oui, c'est un peu idiot, hein, mais il y a des conduites immédiatement intéressantes. À l'âge adulte, ils vont faire des problèmes orthopédiques, scoliose, donc il faut prévenir tout ça, de l'épilepsie. Hein, et ce qu'il faut savoir, qu'il y a certains médicaments antiépileptiques qui sont contre-indiqués chez eux, qui vont les aggraver au niveau comportement. Donc là, sur le guide pratique sur le réseau, j'ai marqué les antiépileptiques à ne pas donner. Ils ont des troubles du sommeil importants. Et ces troubles du sommeil, très souvent, sont dus à un manque de mélatonine, de sécrétion de mélatonine. Ça a été prouvé. Et donc, ils peuvent être corrigés, souvent, chez certaines personnes avec de la mélatonine. Ils ont des problèmes de minerais d'ostéoporose, comme tout le monde, des troubles psychiatriques. Et attention, ils peuvent avoir des troubles anesthésiques. Hein, donc, il faut, s'il y a une opération, en général, dans ces maladies rares, il faut toujours dire à l'anesthésiste, attention, il a cette maladie, vérifiez que. Voilà, 72% ont des troubles du sommeil, constipation 85%, obésité 32%, scoliose 50%, voilà. 13% des personnes sont capables de prononcer 5 mots ou un petit peu moins. Vous voyez qu'au niveau langage, ce n'est pas énorme. Hein, automutilation. Mais je pense que l'automutilation, elle vient quand il n'y a pas de communication. Alors c'est difficile. 52% ont des comportements d'automutilation, mais probablement si on les avait bien aidés dans la communication, probablement ça chuterait énormément. Hein, voilà, etc., etc. Anxiété. Anxiété, souvent l'anxiété est sous-estimée hein, chez ces personnes. Alors, ils ont des signes d'agressivité, mais cette agressivité n'est pas une agressivité, c'est un désir de communication mal exprimé, je vais dire. Vous voyez hein, ils vont vous agresser parce qu'ils ont envie d'une communication et que vous ne la leur donnez pas et qu'ils ne peuvent pas communiquer. Voilà, c'est pas qu'ils sont agressifs particulièrement. Intéressant, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait la différence entre le morceau de chromosome en moins et le livre qui était mal lu. Alors il y a eu 3 études de fait.
Les délétions, une étude entre 24 et 36 ans, 40 patients, tous délétés, et tous étaient dépendants pour les activités quotidiennes. Une autre étude, 23, c'est pas beaucoup, hein, entre 15 et 36 ans, des personnes qui n'avaient pas de délétion. Donc, je dis un peu moins déficients, mais troubles psy. Eh bien, la majorité, alors il y avait des ans, 15 et 36 ans, il y a aussi des ados, hein. Eh bien, il y avait des délétés et non délétés. Il y avait les deux groupes, là, excusez-moi. Tous ceux qui avaient une délétion étaient dépendants, et la majorité de ceux qui avaient la faute d'orthographe étaient non dépendants. Vous voyez, alors tout à l'heure, tu m'as dit, on n'a pas fait le diagnostic. On n'a pas fait le diagnostic, je pense, de la délétion, parce que ça, c'est facile à chercher. Mais à ce moment-là, si on n'a pas ça, il faut chercher la faute d'orthographe. C'est un autre examen qui n'a rien à voir. C'est pas le même laboratoire, c'est pas la même prise de sang. C'est une manière de dire, c'est autre chose. Hein. Une personne qui a 55 ans voilà. a pu passer au travers. Tout à fait. Oui, ils ont toutes passé au travers, quasiment. 55 ans. Ils ne le savent même pas. Tout à fait. Une autre étude qui a été faite à Marseille, 82, alors il y avait 39 patients, toujours des grands, 20 à 53 ans. 82% avaient des délétions et le reste n'avait pas de délétion. 85% étaient capables d'une simple tâche, tenir un objet, simple tâche, tenir un gobelet, c'est pas énorme. Hein. 50% étaient capables de s'habiller avec de l'aide. Et 57% est arrivé à être propre le jour. C'est un problème important, la propreté, dans ce genre de déficience sévère. 57% étaient capables d'être propres le jour. 11% étaient capables d'être propres aussi la nuit. Donc, vous voyez, on va essayer, et ça surtout, voilà, chez ces personnes, qu'est-ce qu'on va essayer? Ben, la propreté, c'est quand même un bien-être énorme. Donc, on va essayer de travailler dans ces domaines-là. S'habiller, être propre, ne pas se faire pipi ou caca dessus, etc. On va dire que dans ce type de déficience, c'est quand même des choses qui sont importantes. J'avais un petit tableau qui vous montrait que pourquoi ils dorment mal, parce qu'ils ont, c'est la courbe du dessous, la fabrication de la mélatonine qui nous fait tous dormir, elle est abaissée chez eux. Alors, on ne fait pas cet examen chez ces adultes, hein, ça ne sert à rien. Quand ils ont des troubles du sommeil, eh bien, il faut leur donner de la mélatonine et souvent ça s'arrange. Et ils vont mieux quand même dans la journée. Des questions sur le syndrome d'Angelman? Les diagnostics ne sont pas faits chez les adultes, hein, mais il y en a certainement dans les masses ou dans les femmes. Il y en a, oui, femmes masses, il y en a certainement, hein, effectivement. Dernier syndrome, le Rett, syndrome de Rett. Alors là, par contre, c'est chez les filles uniquement. Pourquoi? C'est sur le chromosome X, mais c'est tellement sévère chez le garçon qu'il doit mourir in utero. Vous voyez, c'est tellement sévère que finalement les garçons ne vivent pas, ne naissent pas. Et donc on observe cette anomalie que chez les filles. Alors c'est une fille sur 15 000, une femme sur 15 000. C'est dû à un gène qui est sur le chromosome X, MECP2, vous avez les noms, hein, on s'en fout du reste, mais il y a d'autres gènes, 2 ou 3 autres gènes qui donnent le tableau quasiment identique. Alors, il y a une particularité, c'est que dans l'évolution de la maladie, il y a 4 périodes. Premier mois de vie, tout à fait normaux. La petite fille, bébé, 6 mois, 5 mois, 7 mois, développement tout à fait normal. Et puis, tout d'un coup, hop, on arrête un peu les acquisitions, on stagne, on ne fait plus de progrès. Entre 6 et 18 mois. Tout d'un coup, la gamine, qui partait bien, elle s'arrête de progresser. Au début, non, hein. Et puis, en même temps qu'elle s'arrête de progresser, on s'aperçoit, si on le mesure, que le périmètre crânien arrête de grandir aussi. Et puis, ensuite, entre 1 et 4 ans, non seulement elle arrête de progresser, mais elle régresse. Elle va perdre ses acquis. Elle avait acquis la marche, elle va progressivement perdre la marche. Elle avait acquis certaines choses, elle va progressivement perdre ce qui est acquis. Et elle va en même temps acquérir des stéréotypies manuelles, les frottements des mains, surtout, vous savez, des choses comme ça. Il y a des stéréotypies des mains qui sont caractéristiques. Et puis, dernière phase, on dit qu'elle est phase pseudo-stationnaire. Elle a fait ses régressions et elle va être stabilisée avec une régression plus ou moins importante en fonction de la gravité de la maladie.
Dernier élément, à partir de 10-15 ans, il y a une détérioration motrice qui va apparaître et qui va finalement aboutir à, pour la plupart, alors, syndrome de Rett, ça c'est le Rett classique. On s'est aperçu qu'il y avait des anomalies du gène qui étaient moins sévères et qui donnaient des formes moins sévères. Là, je vous parle du tableau qui a été décrit au tout début. C'est vraiment l'évolution classique de ceux qui ont vraiment un syndrome typique. Il peut y avoir des cas beaucoup plus atypiques et beaucoup plus légers. Mais finalement, vous allez, dans le cas typique, avoir une jeune femme au fauteuil, qui ne parle pas, qui se frotte les mains, mais qui a un contact visuel. Et tout va passer par le regard. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir. Le contact visuel et la socialisation sont tout à fait conservés pendant cette période adulte. Donc c'est important parce que la socialisation, vous vous doutez, c'est quelque chose qui, quand on garde, qui évite beaucoup de troubles du comportement et la qualité de la vie. La prise en charge, elle est impérative au niveau médical. Beaucoup d'épilepsie. Mais il faut savoir que l'épilepsie se traite facilement et s'améliore à l'âge adulte. Même si elle persiste, il y a moins de crises et elle est améliorée. Des troubles orthopédiques, vous vous doutez que quand on est au fauteuil roulant, l'hypotonie, le machin, etc., 90% de scoliose, 15 à 30% de kyphose. Donc là, on est dans la prévention. Voilà. Hein. Des troubles respiratoires particuliers, on dit des troubles de dysautonomie. C'est le fonctionnement cérébral avec des périodes d'allaitement, des apnées, etc. Vous voyez, c'est le rythme respiratoire qui tout d'un coup fait n'importe quoi. Hein. De la même façon, des anomalies du rythme cardiaque. Compliqué, parce que ça ne se voit pas. Le QT, il y a une maladie on dit le QT long. Hein. Quand vous avez le CG, il y a un espace qui est augmenté. Attention, ça, c'est un risque de mort subite. Et certains médicaments vont aggraver ce QT et vous donner une mort subite. Attention, syndrome de Rett, surveillance cardiologique, surveillance ECG, systématique. Il y a des médicaments pour le QT et il y a surtout des médicaments contre-indiqués. Il y a, lors d'une intervention chirurgicale, attention, vous pouvez perdre la personne, petite ou grande, parce qu'il y a ce problème cardiaque. Voilà, donc ça, et ça on ne le voit pas. Le rythme cardiaque, c'est toujours le même. On a un rythme normal, on bat normalement. Mais c'est à l'électrocardiogramme que l'on va voir cette anomalie. Et que la personne peut mourir subitement. Ça, c'est très important. Ostéoporose, particulièrement ces femmes au fauteuil roulant, très jeunes. Vous vous doutez que c'est comme si on est dans l'espace. Elles ne fabriquent pas, ne calcifient pas. Ostéoporose. Comportement. Alors, il peut y avoir effectivement des dépressions, de l'anxiété, des cris. Et là, ça peut augmenter effectivement avec l'âge, parce que probablement on sous-estime, on a du mal un petit peu à savoir comment les aborder, comment répondre à leurs demandes qu'elles n'expriment pas, mais qui est présente, de communication, et c'est très compliqué probablement, et donc si on le fait probablement pas tout à fait normalement, mais c'est très difficile, hein, et donc cette dépression, cette anxiété, ces cris, effectivement, qui peuvent augmenter avec l'âge. Bon, classiquement, elles ont des troubles du sommeil, de la nutrition, des problèmes dentaires, etc., etc. Donc, une prise en charge médicale et paramédicale éducative qui est absolument nécessaire. Médicale parce que problème cardiaque et de mort subite, d'épilepsie qui va aggraver, l'orthopédie, je vous ai dit, 90% de scoliose quand même, c'est important. Et puis aussi une prise en charge de groupe avec les éducateurs pour essayer de décoder comment on peut faire pour finalement communiquer. Alors, l'évolution, après 30 ans, une personne sur deux va marcher. Mais attention, 18 marchent seuls, mais 43% avec aide. Après 30 ans. Le reste est au fauteuil. L'utilisation des mains après 30 ans. Une personne sur 4 peut manger avec ses doigts. 1 sur 4. 1 sur 5 tenir une tasse et 1 sur 10 tenir une fourchette. Vous voyez, c'est quand même sévère. La communication. Alors, on dit qu'elles ont une communication prélinguistique. Bon, ça veut dire qu'elles ne s'expriment pas, ne communiquent pas par le langage. Le contact visuel est majeur. Alors, par le regard, elles sont capables de vous exprimer plein de choses qu'on ne comprend pas bien, probablement. Et elles sont capables de sourire, effectivement, voilà, quand elles ont des moments où elles vont bien, d'exprimer leur envie. Le regard,
Tout passe par le regard chez ces personnes qui ont un syndrome de Rett. 80% sont capables de faire des choix avec le regard. Tu veux du coca ou du machin, avec le regard, elle va faire le choix. La compréhension, elle a un choix à faire, elle ne parle pas, mais 80% sont capables de faire le choix. Ça veut dire qu'il y en a plus qu'on ne le pense. Vous voyez? Donc on sous-estime encore toutes les capacités qu'elles ont. Eh bien, ce qui est important avec l'âge, c'est de développer des outils de communication augmentée, comme on dit, et s'appuyer sur les compétences qui sont préservées, utiliser l'expression du visage, le regard, et puis des gestes très simples qu'elles peuvent avoir. Et quelques références. Voilà, il y a une dernière diapo, c'est l'évolution des troubles du comportement. Donc, chez 4 patients avec l'âge, on s'aperçoit que, vous le verrez, le syndrome de Prader-Willi a des troubles qui augmentent et qu'avec l'âge, souvent, les troubles du comportement s'améliorent. Le Rett, tout, vous avez ça. Le Prader-Willi, le Dix-Fra, le Prader-Willi, le syndrome de Williams-Buren, le trisomique, il n'y a pas le Rett là-dedans, hein, mais que très souvent, les troubles du comportement s'améliorent avec l'âge, ce qui est une bonne chose quand même. Alors, oui, je n'avais pas prévu de le faire parce que syndrome de Di-George, je ne sais pas si vous en avez beaucoup dans les atos. Alors, oui, bien sûr. C'est un petit trou dans le chromosome 22. Là aussi, 2 points de fragilité qui font que ça casse souvent et que le morceau s'en va. Surtout les chromosomes. C'est un morceau qui casse en général sur la première cellule de l'embryon, donc toutes les cellules vont avoir ce morceau en moins. Alors, ce sont des personnes qui ont des problèmes compliqués, alors qu'ils ont un QI en moyenne au-dessus de 70, 72, 75. Vous voyez, on n'est pas dans la déficience. On est dans la normalité basse, mais on est dans la normalité. Mais ils ont tellement de soucis de langage, psychologiques, attentionnels, médicaux, qui vont faire qu'ils sont, entre guillemets, handicapés par tout ça et que ça va, voilà, ça va entraîner finalement du handicap alors que le QI, il n'est pas si bas que ça. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Des problèmes cardiaques très particuliers, des malformations cardiaques. Bon, enfin, ça c'est le boulot des cardiologues, ça se prend en charge, il n'y a pas de problème. Le problème majeur, c'est les problèmes orthophoniques, on va dire, avec des fois des fentes du palais, des fois des fentes labiopalatines, mais de l'hypotonie, des anomalies de phonatoire, si bien qu'ils ont un langage, vous les reconnaissez, ils m'ont le nez, ensemble. Hein, donc à la rigueur, je vais dire, des fois il y en a que j'ai jamais compris. Hein, j'ai une adulte à Perpignan, alors que sa mère a le même problème, la mère parle correctement, la fille, je ne comprends rien ce qu'elle raconte. Vous voyez? Donc, la grande difficulté, et on comprend qu'une personne qu'on ne comprend rien à ce qu'elle dit, à l'école, elle ne soit pas brillante. Et que malgré un QI à 75, elle va se retrouver peut-être chez vous. Tout le monde la croit en dessous de ce qu'elle est. Mais évidemment. Alors, ils ont des pathologies médicales importantes, hypocalcémie, qui peut donner des épilepsies, des convulsions, excusez-moi, à cause de l'hypocalcémie. Ils ont des troubles de l'immunologie, avec des enfants surtout, avec une déficience immunitaire qui peut aggraver beaucoup de maladies, beaucoup d'otites, parce qu'ils ont un problème d'hypotonie au fond de la gorge, on va dire, et comme ça ne bouge pas, ça ne draine pas bien les oreilles, et donc du coup, ils ont plein d'otites. C'est important chez l'enfant de surveiller ses otites très souvent dans l'année. Et du coup, ils n'entendent pas bien. Ils ont des problèmes mécaniques, ils ont des problèmes hypotoniques, ils ont des problèmes de tout ce là qui est mal placé. Et ça va pénaliser énormément leur langage. Voilà. Ils ont des troubles du comportement, avec une hyperactivité, etc. quand ils sont enfants. Et 25% à l'âge adulte deviennent schizophrènes. Voilà. Voilà grosso modo. Alors effectivement, ils ont aussi un éventail de QI. Je vous dis, le QI moyen est à 72 ou 73. C'est marrant, il y avait plusieurs études. À 2 points près, c'est la même chose. Mais il y a aussi de l'éventail. Et puis en plus, si vous êtes schizophrène et si vous avez très peu de compréhension du langage, effectivement,
vous êtes effectivement avec une orientation, malgré qu'au départ, c'est une maladie qui n'est pas théoriquement, statistiquement si sévère que ça, eh bien, vous pouvez avoir des personnes extrêmement pénalisées qui vont être effectivement dans les établissements masse face à tout. Voyez. Alors eux aussi, ils ont des problèmes, schizophrénie, c'est relations sociales, extrêmement important. Ils sont angoissés. Alors ils ont un aspect, bon, on s'en fout, ils ont du visage un peu particulier. Voilà. Oui, mais le visage est très particulier. Bon, je le montre à 10 généticiens. Peut-être il y en a 5 qui vont dire oui, c'est caractéristique, les autres vont pas le voir. Mais dès qu'ils vont parler, vous allez dire ah ben ça, voilà, je sais ce que c'est. Hein? Alors, comme je vous l'ai dit, le QI n'est pas mauvais. Et donc vous avez des gens qui s'en sortent pas mal. On a des filles qui sont en faculté. Les filles qui vont avec ce problème qui vont en faculté, les garçons n'y vont jamais. Vous vous en doutez. Hein? Et c'est très particulier. Moi, j'avais vu les cahiers d'une fille qui est actuellement en faculté. Ses cours au lycée, elle avait 4 surligneurs. Alors, il y avait du rose, du vert, du jaune, du rouge. Et pour mémoriser, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait, un machin, parce qu'ils ont des problèmes visuospatiaux importants. Elle arrivait à mémoriser parce qu'elle surlignait la quasi-totalité en fonction de... Elle remettait dans des thèmes à elle, etc., la géographie, l'histoire, et machin, voilà. Et grâce à ces techniques qu'elle avait mis au point toute seule, elle avait réussi finalement à garder une bonne réussite scolaire. Et puis finalement, on la retrouve à la fac, hein, donc avec des difficultés quand même. Hein. C'est rare ceux qui vont en faculté ou qui réussissent le bac. Voilà. Mais effectivement, à l'autre bout de l'éventail, il y a des personnes qui peuvent être très très sévèrement touchées, surtout avec des troubles psychiatriques. Je vous dis 2 mots sur le syndrome de Mire. Bon, alors de mémoire. Hein. Alors premièrement, c'est un syndrome, on va dire, ultra rare, puisque dans le monde n'a été décrit dans la littérature que 55 personnes en 2017. Donc ce que l'on connaît de cette maladie, c'est sur 55 personnes. Alors, c'est très particulier comme syndrome. On dit que c'est une maladie multisystème, caractérisée par une déficience intellectuelle qui n'est pas majeure, qui est souvent légère. Il peut y avoir des asymétries dues à des anomalies musculaires. Une particularité, c'est qu'il y a de la fibrose qui va s'installer au niveau des muscles, souvent après un traumatisme local. Un traumatisme local va entraîner des fibroses qui vont atteindre... Fibrose, c'est quand vous avez quelque chose d'un peu fibreux, de dur qui s'installe. Vous voyez, machin, un petit peu un placard que vous allez, c'est peut-être ce que... Voilà. Il y a des problèmes articulaires. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils peuvent avoir des problèmes cardiaques très variés, depuis la malformation cardiaque à la naissance, jusqu'à des évolutions, cardiomyopathie, des cœurs trop gros, des cœurs qui se dilatent, des anomalies du rythme cardiaque. Ça, c'est à surveiller, si vous voulez, parce que ça peut apparaître à l'âge adulte. Ils peuvent avoir des problèmes respiratoires, parce qu'ils ont un mécanisme qui fait que quand on les irrite quelque part, mais il y a tout un tas de trucs inflammatoires de fibrose. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. En lien avec l'irritation. En lien, en partie, pas psychologique, non, mécanique, réelle. C'est pour ça que quand ils se font un traumatisme, sur le traumatisme, ils se donnent un coup, une piqûre, une coupure va venir du tissu qui va venir un peu fibroser, tout ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, qui va empêcher un muscle de bien fonctionner, une articulation de bien fonctionner. Hein. Quand ils fument le tabac, ça irrite. C'est pas bon. Qui dit irritation des bronches, et ils vont avoir des problèmes respiratoires. Attention, s'ils sont opérés, l'intubation risque de les irriter et vous allez en garder une fibrose de la trachée et les pépins n'en plus finir. Même quand ils vont être opérés, il va y avoir une cicatrice qui va compliquer. Ils ont des problèmes auditifs dans 80% des cas. C'est pas une surdité sévère, mais c'est des problèmes auditifs. Ils ont aussi, dans 50% des cas, des problèmes visuels. Bon, cataracte, myopie, tout ce que vous voulez, présent. Qu'est-ce qu'ils ont donc? Les respiratoires, digestifs. Ils ont des troubles digestifs. Conséquent. Ouais. Constipation. Ils ont des problèmes digestifs.
Je vous ai dit une déficience intellectuelle qui est en général légère. Ils peuvent avoir des troubles psychiatriques. Quand on est à 55 patients dans le monde, c'est-à-dire aucune étude n'a été faite sur les trucs compliqués. On connaît la base, on connaît le cœur, on connaît la respiration. Ils ont des petites tailles. On connaît les trucs médicaux, les gros trucs médicaux. Mais on n'est pas dans la trisomie 21, dans l'X fragile, dans tous ces syndromes. Il y a des milliers, des milliers, des milliers de personnes dans le monde dont on est capable de faire des études. Mais quand il y en a 55, je vous dis, il y en a 20 en Angleterre, il y en a 10 en Angleterre, 5 en France, 12 ou 15 aux États-Unis, 6 au Japon, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire de la prévention. Attention, le tabac. Il ne faut pas qu'ils fument. C'est vraiment déconseillé. Deuxièmement, faire gaffe au traumatisme. Bon, on va dire, personne ne cherche les traumatismes, mais chez eux, un traumatisme a des conséquences beaucoup plus graves que pour d'autres personnes. Traumatisme du cou, vous risquez de perdre l'articulation, de perdre beaucoup d'efficacité. D'un muscle de la jambe, vous allez avoir les muscles voilà. Attention, le cœur à surveiller. Il y a des pathologies du cœur qui arrivent à l'âge adulte. Il y a beaucoup plus de patients, mais les connaissances que l'on a, c'est uniquement sur ces 55 patients qui ont été décrits. Alors, c'est dû à une anomalie génétique qui est due à un gène, je ne sais pas sur quel chromosome il est, SMAD4, SMAD4. Voilà, les patients qui ont été décrits, on a trouvé une anomalie dans ce gène-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres anomalies éventuellement ailleurs. Voilà, c'est une maladie qui est très très rare quand même. Très rare, où on a un descriptif médical qui se tient à peu près. Mais voilà, on ne va pas tellement au-delà des connaissances de base médicales que l'on a sur ce syndrome. Alors, c'est un accident. On dit, alors quand je vous dis que c'est un accident, ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, il y a une anomalie d'un gène, SMAD4. On appelle ça une néomutation. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, une néomutation? Ça veut dire que votre papa et votre maman, il n'a aucun problème. Et que tout d'un, comme la trisomie 21, papa et maman, ils ne sont pas trisomiques. Et tout d'un coup, il y a un enfant qui est trisomique. C'est un accident. Non pas avec un chromosome de plus. Trisomie 21, l'accident, c'est dans la première cellule de l'embryon. Il y a la 21 en plus, là. Et ça va se multiplier, faire un être humain, et toutes les cellules auront un chromosome 21 en plus. Pareil pour là. Première cellule, le gène SMAD4. Allez, le bouquin est mal écrit. D'accord? Et toutes les cellules qui vont construire l'être humain, à partir de cette cellule où le bouquin est mal écrit, vont toutes avoir un bouquin mal écrit. Si il y avait possibilité pour ces personnes d'avoir des enfants, ils pourraient avoir, s'ils donnent le bouquin mal écrit, d'enfants avec le bouquin mal écrit et avec la même maladie. Le problème, c'est que dans les 55 cas obtenus, la difficulté quand même est sévère et qu'il n'y a pas de descendance. Vous voyez? Donc on est dans des maladies qui pourraient éventuellement se transmettre, mais la gravité du handicap fait que ça va s'arrêter avec la personne qui est malade. Voilà. Beaucoup de handicaps sévères, beaucoup de déficiences intellectuelles sont décrites avec des mécanismes de ce type. Une néomutation, un accident, papa et maman vont bien, n'ont pas de problème, un accident sur un gène qui intervient dans le cerveau, puis ce gène donne la déficience, mais comme la personne est trop déficiente, elle n'a pas de descendance. Donc ça apparaît avec lui et ça s'arrête avec lui. Beaucoup effectivement, pas toutes, hein. Dans la décision 22Q11, vous avez beaucoup de... Quand vous voyez un parent, de temps en temps, vous voyez la maman, voilà, la maman a la même chose. Seulement, c'est passé inaperçu. Puis elle a trouvé sa vie dans la société, à son niveau. Et voilà, elle a la même chose. Donc on peut le transmettre. Il ne faut pas être trop sévère. Quand on est trop sévère, ça s'arrête.